Bonjour, ici André Caisse. Vous le savez, j'aime les autos. Elles m'ont permis de me forger une image de fer dans le monde des affaires. Même si les requins et les vautours y sont nombreux, c'est évident. Mais j'ai aujourd'hui changé de voie. J'évolue maintenant dans le secteur de la banque. Quel plaisir! Nous sommes une entreprise très moderne. Nous sommes une entreprise de gagnants. N'est-ce pas, Francine? Oui, bien sûr, André. Oui, au revoir, merci, Michel. On peut prendre ça plus bientôt. Dites au revoir aux banques traditionnelles. Dites au revoir aux UT, aux flûtes, aux... J'arrête la lutte. Dites bonjour à Revolut. Revolut est une banque en ligne dernier cri, totalement pilotable depuis votre cellulaire. J'écoute. Notre entreprise est à la pointe de la modernité. Preuve en est, j'utilise aujourd'hui pour ma part uniquement des téléphones sans aucun fil. Ici, mon correspondant m'entend sans que je n'ai nul besoin de brancher mon téléphone à une quelconque prise murale. Ainsi, à moi, la mobilité. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Je vais en commander 30. Oui, oui, je vais en prendre 30. Revolut est une application gratuite utilisée par plus de 25 millions de personnes dans plus de 30 pays. Une application successful, comme diraient nos amis d'outre-Atlantique. Avec Revolut, les occasions de gérer votre pécule de la meilleure des façons sont nombreuses. Vous pouvez ouvrir votre compte en banque gratuitement en moins de 5 minutes en téléversant l'outil Revolut sur votre GSM. Vous pouvez également choisir votre carte en la personnalisant et en choisissant sa couleur. N'est-ce pas finalement là une formidable occasion de vous distinguer de votre entourage en tirant votre épingle du jeu?
Nombreux sont les avantages offerts par Revolut, vous m'en donnerez des nouvelles. En payant avec votre carte Revolut, économisez jusqu'à 30% sur vos marques préférées telles que Nike ou Adidas, les marques des hommes aux muscles bandés. Grâce à Revolut, épargnez malin. Vous pouvez créer un coffre et mettre de l'argent de côté pour votre prochain projet. N'avez-vous jamais rêvé d'épargner pour vous acheter un téléviseur couleur et ainsi passer de formidables moments en famille devant les pitreries de Léon Zitrone? N'est-ce pas, Francine? J'ai entendu parler de ça, lui, t'arrives à quoi, là. Il a confondu une bouteille d'orangeade. On est d'accord. En un seul clic, effectuez et recevez des paiements gratuits et instantanés vers d'autres comptes Revolut. Aussi simple qu'un jeton dans un caddie. Les férus de voyage y trouveront également leur compte en banque. Vous pourrez payer, par exemple, avec votre carte Revolut à l'étranger sans aucun frais. Et surtout, vous aurez accès au taux de change interbancaire, soit le meilleur qui soit. Et puis, vous pourrez retirer des billets dans les distributeurs du monde entier. Ainsi, lorsque vous retournerez dans votre chambre d'hôtel, vous pourrez sereinement pousser le roupillon dans le sofa pendant que le disque tournera au rythme de la trompette de Miles Davis. Avec Revolut, je dis au revoir aux zut, aux flûtes et aux j'arrête la lutte. Cette page de réclame vous a été présentée par André Kess. Téléversez Revolut gratuitement sur votre GSM avec le lien présent en description. Revolut vous rembourse vos premières dépenses à hauteur de 20 €, ce qui vous fait donc 20 € offerts. Merci Francine. Ici André Kess à l'appareil. Je tenais à rajouter qu'une personne sera tirée au sort pour gagner 1000 € parmi tous ceux qui utiliseront le lien en description. Avec ça, vous n'avez définitivement plus d'excuses. Hein, Francine? Oui. Oui, André. Hello les amis, alors on se retrouve pour la toute dernière vidéo, cette fois c'est le bout du tunnel, c'est la toute dernière, cette fois c'est promis, il n'y en aura pas d'autre. On va faire une sorte de petit bilan parce que ça nous semblait important de pas terminer sur la vidéo d'avant qui était celle du piège avec la famille de Mélissa qui s'est pas soldée comme on aurait voulu, on restait un peu sur une touche négative. On s'est dit on va quand même pas se quitter comme ça sur ce projet. Ça nous intéressait aussi d'avoir vos retours, de vous expliquer un petit peu nous avec le recul un peu comment on ressent les choses avec un petit bilan général aussi. Un bilan général. On a des gens qui vont nous rejoindre après, qui ont travaillé avec nous. Il y a même des internautes qui sont là, qui vont nous donner leur point de vue. Et après, on va aussi répondre à vos questions. On avait ouvert une FAQ dans la dernière vidéo et aussi sur Insta. Donc voilà, on a sélectionné pas mal de vos questions. On va y répondre. Mais avant ça, on remercie Office Riders, qui est la première marketplace collaborative qui permet de réserver à la journée des espaces comme celui-ci. Donc des espaces uniques à destination des professionnels. Donc aujourd'hui, on est dans le Happy Loft, par exemple. Et ce Happy Loft, c'est un loft d'ailleurs qui est très sympathique. Donc voilà, changement de décor pour la dernière vidéo d'ailleurs. Donc ce Happy Loft, vous pouvez le retrouver aussi sur Office Riders. On met d'ailleurs le lien dans la description pour ceux qui veulent voir le lien du loft. Mon Dave. C'est la fin? C'est la fin. Genre t'es nostalgique? Non, non, pas du tout. Ah non, on n'est pas nostalgique. On est content de tourner la page. Attention, on va se retrouver pour d'autres projets. Et d'ailleurs, en plus, on repart sur le pire stagiaire. Ouais. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'était une des questions, je pense, d'ailleurs. Et ouais, voilà, j'anticipe déjà. Je réponds à la FAQ en même temps. Donc on repart sur le pire stagiaire. Donc ça, c'est une page qui se tourne et c'est pas plus mal. Donc on va essayer de répondre à la question aujourd'hui. Est-ce que on a bien fait de se lancer dans ce projet qui a pris quand même, on va dire, 2 ans. 2 ans, ouais. 2 ans de notre vie. C'était pas du tout prévu. On a vieilli entre les premiers rushs et les derniers, quoi. Ouais, bah ça y est, on a des rites qui se sont dessinés entre le moment où on a piégé la famille d'Eugène et aujourd'hui, on allait jusqu'au bout. Est-ce qu'on a bien fait justement d'aller jusqu'au bout? C'est aussi intéressant d'avoir votre point de vue à vous, les internautes qui nous avez suivis durant tous ces épisodes aussi du pire projet, parce que c'est pas un truc où on fait quelque chose dans notre coin. Au contraire, on essaie toujours de tenir compte aussi de vos avis. C'est pour ça aussi qu'il y a 2 internautes qui ont des avis qui sont pas forcément les mêmes, qui vont venir tout à l'heure nous en parler aussi. Mais donc toi déjà, Dave, de manière générale, est-ce que tu es
content d'avoir fait ce projet? Content, c'est un grand mot parce qu'on a passé beaucoup de temps, mais aujourd'hui je suis fier quand même de l'avoir fait. Pour moi c'est une des meilleures vidéos qu'on ait jamais faites, donc aujourd'hui j'en suis fier et je suis surtout très heureux des retours d'abord sur YouTube parce que quand on vient de le sortir en télé, quand il vient d'être diffusé, c'est vrai qu'on se dit putain ça se trouve on a perdu 2 ans de notre vie pour rien parce qu'au final on s'est accroché, on s'est battu alors qu'on aurait peut-être dû On s'arrêter. était sûr de les avoir perdus ces 2 ans. Quand Ouais. on a lu les Bah oui, retours oui. après, ça a fait beaucoup jacter ça sur le dernier épisode parce qu'on en a parlé des différences de retour entre le public télé et le public YouTube. Mais c'est vrai que sorti de là, de cette diffusion, pour nous on était abattus parce que jusque là on s'était dit on a quand même bien fait de s'accrocher, de persévérer. En fait, on voulait aussi une fin de l'histoire parce que comme on avait tout filmé, on se disait si à la fin il y a 15 épisodes qu'on a commencé à monter mais qu'il n'y a pas de fin à l'histoire, ça sert à quoi d'avoir fait tout ça? On était content quand même d'avoir cette matière là, mais on se disait bah si on n'a pas l'épisode final, S'il n'y a pas de dénouement, à quoi bon quoi? donc à C'est-à-dire chaque qu'en fois gros, on s'accrochait. ça faisait un peu douille, c'est-à-dire qu'en gros les gens se seraient accrochés à regarder ça à la fin. Bon bah en fait on a raté. Donc il nous fallait cet épisode final. Je pense qu'on a été pris dans une sorte d'engrenage, de cercle infernal. À chaque fois on dit cette fois ça va marcher, ça a pas marché. On a recommencé parce qu'on avait injecté trop de notre temps, trop de notre argent, trop de ressources. Et donc du coup on était un peu obligé d'aller au bout. Et puis aussi la passion. Après je vais parler à titre un peu personnel, mais la caméra cachée c'est vrai que c'est une véritable passion pour moi. C'est pas juste un travail, ça représente énormément de choses. Je me voyais pas abandonner en fait. Il y a peut-être une remise en question nous concernant quand même, et je pense que c'est valable un peu pour tous les deux. C'est que oui on est passionné, mais peut-être que parfois on l'est un peu trop, et ça se fait un peu au détriment d'une forme de productivité. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que pendant ce temps, il y a des gens qui attendent nos vidéos, ça dure 2 ans, tu vois, on revient avec une seule vidéo réussie, entre guillemets, donc c'est un peu long. C'est vrai que ça manque de rentabilité à tous les points de vue. En même temps, c'est aussi ça qui permet aussi de durer un petit peu, parce qu'il y a aussi la garantie de se dire, bon bah quand on diffuse quelque chose, on en est pleinement fier. Après ça plaît pas, tant pis, mais au moins nous on en est fiers. Par contre là, on a peut-être franchi un peu cette limite de s'accrocher sans cesse et se dire non, on va y arriver. Et au final, ce perfectionnisme-là, peut-être c'est un peu retourné contre nous. Mais selon moi, en fait, est-ce qu'on a bien fait de faire ce projet? Si on avait su effectivement ce qui allait se passer, jamais de la vie. On se serait pas lancé dedans. Il est déprimé. À la fin, on est content quand même du résultat et tout, mais est-ce que cette vidéo vaut Si 2 ans de aujourd'hui notre on est vie? 2 ans en arrière, jamais on fait ce projet, et on aurait fait 10 000 autres choses. D'ailleurs, on a même, on va en parler plus tard, mais on a un autre projet qui est en stand-by. C'est pour vous dire qu'on a mis vraiment 2 ans de notre vie en stand-by. Quand bien même on est super content, je pense qu'on a exactement ce qu'on espérait, et pourtant qui semblait infaisable, parce qu'à de nombreuses reprises on s'est dit, même nous, ce texte ne peut C'est un jamais peu comme une rentrer. quête de super-héros, tu sais, qui cherche quelque chose qui n'existe pas. Moi, j'ai un peu ce sentiment-là des fois. Je me dis, mais se trouve, on essaye de faire quelque chose qui n'est pas faisable. Ouais. Et donc, pourquoi on le fait alors? Ça, en tout cas, on a eu cette impression à de nombreuses reprises. Puis on nous a fait beaucoup doter aussi autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui disaient, mais vous accrochez pour rien, ça peut pas passer, ce texte il est impossible, ce personnage il est trop gros, cette histoire elle est trop longue, les piégés, vous trouverez jamais des gens qui vont tenir jusqu'au bout. Donc même nous, on s'estime quand même heureux et chanceux en dernière ligne droite d'avoir réussi à trouver peut-être la seule famille qui aurait pu convenir à ce piège. Ce qui s'est passé avec la famille de Eugène, ça a été le début de la fin. C'est Brunella même, hein. Tu peux même citer Brunella. Non, avant. mais moi je pense que Brunella c'est normal après Brunella, donc c'était je crois l'épisode 1, 2, enfin bon c'était les premiers. L'épisode 2, toi qui as ouais. monté, tu Ouais, sais ouais, mieux je que les connais moi. par cœur. C'est comme t'es un fan des Feux de l'amour, Ah toi, ouais, t'es fan du pire Ah projet, ouais, je tu connais par connais. cœur. Voilà, tu- Épisode 8, c'est Nora. Donc fin de l'épisode 2, Brunella ne peut pas continuer avec nous dit qu'elle abandonne pour des raisons personnelles, d'escroquerie et tout, vous vous souvenez à l'époque. Message de Brunella. Bon les gars, j'ai discuté avec mon père et je pourrais pas continuer malheureusement. Là je pense que c'est normal. Tu te dis pas ok on passe à un autre projet dès qu'il y a une Parce que piégée. surtout qu'on a déjà passé du temps dessus. Bah bien sûr. Le piège avec la famille d'Eugène se passe pas du tout comme on l'imaginait. Ça part en vrille totale. Ah bah tu savais pas du tout, tu me parles de sexe? Non, pardon. Non. Mais on se retrouve avec une sorte d'histoire quand même à raconter. On sort de là, on se dit on a quelque chose qu'on peut montrer sur YouTube, mais on pourra jamais diffuser ça à la télé, et on nous l'a confirmé par la suite. C'est ici, peut-être, pour moi, qu'on a fait l'erreur de se dire on continue quand même. Mais d'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'internautes qui disaient pourquoi considérer que l'épisode de Eugène est un échec. Pour beaucoup, c'est une réussite parce qu'en plus, ils comparent un peu les vues. Ils disent regardez, Eugène a fait plus de vues que Leslie à la date, tout. Nous, on n'est pas que sur les vues. C'est vrai que sur le contenu, on trouve quand même que l'épisode avec Leslie est quand même plus complet, que c'était plus Bien sûr. notre idée Alors, finale. Mais faut le préciser, effectivement, tu viens de le dire. Alors c'est bien quand les vidéos marchent, Ah bah oui, clairement. évidemment, mais on fait pas ça que pour ça. On doit être fier de ce qu'on fait. Moi, je suis beaucoup plus fier effectivement du dernier épisode. L'épisode avec Eugène, je suis content de ce qui se passe dedans. C'est du grand n'importe quoi. On essaye de rattraper le truc, de se raccrocher aux branches. On n'a jamais eu cette situation-là. Et puis on a Eugène qui est spectaculaire. On a quand même Tiffen qui s'est vachement bien donné pour ce piège. Mais effectivement, on n'avait pas ce sentiment de fierté quand on est sorti de là, de se dire bah en fait j'avais un texte de 70 pages, on en a casé 3. Allez bonsoir. Voilà l'épisode qu'on vous livre après un an d'absence. C'est pas qu'on avait honte, mais presque Un peu la de pression s'absenter aussi, un peu pendant un an. Je l'avais dit dans un épisode. Moi j'ai toujours peur aussi qu'on nous oublie. Tu vois, ça va tellement vite aujourd'hui avec les réseaux et tout. Tu vois, je me disais. Oh, franchement, c'est déjà trop long. Cette absence, on peut pas revenir avec un truc aussi vide entre guillemets.
j'aurais peur de me faire défoncer. Donc et puis aussi la C'est télé. l'image qu'on renvoie aussi. Parce que en fait, souvent on se dit, on essaie de faire des caméras cachées quand même bienveillantes, tout à la fin avec le piégé ça se passe bien, etc. Et là tu dis, bah en fait quoi, on a juste fait un truc sensationnaliste. Alors après Eugène l'a bien pris à la fin, heureusement, sinon on l'aurait même pas diffusé. Mais au-delà de ça, l'image que ça renvoie, surtout auprès d'un public qui te connaît un peu moins sur C8 et tout, moi ce qui me dérangeait vraiment, La violence. c'était de se dire, ah bah en fait ouais, Greg Guillotin, c'est juste il emmerde des gens et ça gueule, ça court, ça insulte. Alors que ce qu'on veut, c'est de raconter des histoires avec un début, un milieu, une fin. Où il y a plusieurs émotions qui s'entremêlent. Montrer l'amour qu'il y a dans une famille, c'était tout ça qui nous importait. On aurait pu s'arrêter là, mais on aurait dû s'arrêter là. Mais on aurait dû s'arrêter là et puis se dire, bah tant pis, on a raté. En tout cas, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Les gens, ça va quand même les faire marrer. Ça marchera sur Internet. On a perdu de l'argent. La télé, ils attendent qu'on sorte une vidéo. Et ben, faisons du pire stagiaire et enchaînons. Après, on aura Léa et Maud qui vont venir parler parce qu'elles ont vécu le truc de l'intérieur. Elles ont bossé sur tout le projet du début à la fin. Et c'est super intéressant aussi d'avoir leur point de vue parce qu'elles nous ont vus dans un état En train de pleurer. en train de pleurer. Voilà, juste on va avancer dans ce qu'on devait débriefer. Dave, moi j'aimerais avoir ton point de vue sur quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est sur la composition du personnage. Ça a été un énorme débat, gros débat entre nous au sein de l'équipe. Mais surtout après la diffusion télé, parce que c'est vrai qu'on a eu quand même des retours assez négatifs sur l'épisode de manière générale, mais aussi sur la composition du personnage de Guillaume qui avait changé. Et effectivement, c'était une volonté de notre part d'avoir un Guillaume peut-être plus haut en couleur et plus identifiable dans la façon de parler, un peu plus cartoon, je sais pas si on peut dire ça. Mais en tout cas, en fait, la référence était un peu Louis Vignac. On se disait, Louis, il y a un bourgeois qui est très incarné. Guillaume, on comprend pas trop d'où il vient, on sait pas trop, voilà. Et donc, il y avait cette volonté d'en faire un personnage plus haut en couleur et ça a pas plu a priori à tout le monde, en tout cas en télé. Je crois qu'on était d'accord tous les deux pour ça au départ, de se dire Guillaume, en fait les épisodes qui ont marché avec Guillaume, c'était le chauffeur routier, il y avait celui avec l'installateur d'alarme, Sébastien. On a l'impression que c'était des épisodes toujours qui ont été très marquants pour les gens, mais que c'est pas Guillaume qui faisait la force de ces épisodes, ou en tout cas c'était pas celui qu'on retenait, on retenait les pièges. Alors qu'avec Louis Vignac, c'est vrai qu'effectivement le personnage avait dépassé presque le concept, et nous, un peu dans cette idée de perfectionnisme, on s'est dit comment on peut ne pas faire stagner les choses, faire évoluer le personnage. Guillaume évolue, qu'on connaisse un peu d'où il vient, qu'on connaisse un peu plus, qu'il ait une voix à lui aussi. Et à partir de là, ce truc s'est un peu transformé. En parallèle de ça, il y a eu un album que j'ai enregistré pour MC Guillaume. Alors on n'en va pas en parler pour l'instant. On fume tellement de spliff que Babylone nous appelle. Une petite Jamaïcaine me dit qu'elle voudrait que je la carre. On sait pas encore s'il sortira, mais en tout cas, j'avais commencé à travailler dessus. Mais c'est pas que t'as commencé, il y a 15 titres. Ouais. Pour moi, c'est commencé ça. Ce serait comme une vidéo de 20 minutes. Pour moi, c'est qu'une intro. Mais non, mais du coup, effectivement. Il y a des feats, il y a 15 titres et tout. Bon, c'est un album qui est dans le four, mais j'ai pas eu le temps de le terminer. Effectivement, avec les échecs du Pierre Projet, Pierre Gendre, etc. Si on recontextualise, le but c'était de sortir l'album en même temps que le Pierre Gendre. Et sauf que comme ça a traîné et mais tout, bien sûr. on s'est dit... Non mais vous savez pas le nombre de trucs qui se sont annulés à cause de tous ces échecs. Parce que nous, on s'est accroché, on a fini par sortir quelque chose, mais à côté de ça, il y a des projets qui sont tombés à l'eau. Il y a un long métrage aussi qui est énormément retardé à cause de tout ça. L'album, je vous en parle même pas. Mais tout ça pour dire que l'album, en fait, j'avais changé la voix du perso parce qu'on essayait de trouver un grain. Du coup, j'ai transformé un petit peu cette voix du perso. J'ai trouvé d'autres attitudes. J'ai jamais cherché à le rendre Kaira, comme les gens y disaient, ouais, il sait pas faire la Kaira et tout. Moi, je voulais faire un personnage qui sentait la loose et qui se prenait un peu pour un bandit, mais qui en avait pas du tout les épaules, et puis surtout qui faisait que des conneries, un mec un peu retiré dans sa campagne, qui passe son temps au PMU. Voilà, c'était un peu ça l'idée que j'avais de ce Guillaume, et je voulais le développer. À part ça, sinon, on était content de cette évolution du perso. On le sentait beaucoup plus composé, beaucoup plus entier, beaucoup plus en raccord avec les histoires aussi qu'on racontait. Et il y a eu cette diffusion télé qui, encore une fois, nous a fait prendre une grosse claque. Ça m'a un peu fait mal, mais je l'acceptais, la critique. Je disais pas aux gens, ils ont tort. Je me disais, ah ouais, en fait, c'est raté. Tu vois, je me remettais beaucoup, je me suis remis beaucoup en question à ce moment-là. J'ai jamais dit les gens ils se trompent. Je me suis dit, ah merde, je me suis pas rendu compte que ce perso, il était aussi lourd que les gens le disent. Voilà, on était peut-être trop dans notre bulle pendant 2 ans. Et du coup, on s'est dit, quand on va diffuser sur YouTube, je vais me faire allumer. C'est-à-dire que limite, le problème, ça devenait moi-même, qui était quand même vachement dur à vivre, parce que la caméra cachée, c'est vraiment ma passion. J'essaie toujours de créer des persos qui plaisent aux gens. Et le pire pour moi, c'est d'en créer qui plaisent pas. Même, on a envisagé, je te rappelle, pour la version YouTube, de charcuter l'épisode, qui fasse 2 heures en télé et peut-être 50 minutes sur YouTube. C'est ce que je t'ai dit même un jour, je t'ai dit peut-être je refais toutes les voix. Ah oui. Ouais, tu voulais faire de la post-synchro. Tu disais, mais j'ai dit, ça va être trop artificiel, ça va trop s'entendre et tout. Non, mais en fait, j'étais tellement déprimé et tout, et de me dire en fait, le pire, ce serait que les gens disent, putain, mais c'est le pire comédien et tout. Là, on a été rassurés parce qu'il n'y a pas eu tant de critiques que ça sur ce point-là, en tout cas. Maintenant, c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de critiques, mais que finalement, les gens pourraient nous dire en y réfléchissant, ouais, je préférais quand même l'ancien Guillaume et tout. Donc, on va poser la question ici, on va mettre un sondage dans la description pour que vous nous disiez si vous préfériez le Guillaume de 2018, 2019, voilà, 2020, du pire stagiaire. En gros, est-ce que vous préfériez ce Guillaume qui était un peu plus passe-partout, mais voilà, moins accentué, qui était juste le mec un peu ralenti, un peu de temps,
intense, ou vous préférez le Guillaume complètement cramé du cerveau, qui se rapproche doucement de la quarantaine et qui va de plus en plus mal? Est-ce que vous préféreriez voir dans le pire stagiaire les prochains ce Guillaume complètement flingué du cerveau, ou vous préféreriez celui d'avant? Ensuite, il y a eu une deuxième remarque qui est beaucoup revenue, c'était sur la durée du piège et le nombre d'actions. Ouais. Alors ça a été un débat aussi entre nous. Moi, dans ma tête, de toute façon, je voulais absolument qu'on ait un film un peu en caméra cachée, c'est-à-dire un piège long qui fasse plus de 1h30. Alors bon, là, pour le coup, c'est 2h40, ça je l'avais pas vu venir. Faut rappeler aussi le pourquoi on a mis beaucoup d'actions dans ce piège, plus que dans le premier pire gendre avec la famille juive. C'est parce que on trouvait, et on a vu pas mal de retours là-dessus. Alors c'était très partagé. Le pire gendre famille juive, c'était soit les gens nous disaient c'est votre meilleure vidéo, soit les gens ils disaient ah non, celle-là j'ai pas accroché et je me suis emmerdé. Ouais. Et je disais bah du coup on va prendre le contre-pied. C'est vrai que je trouvais que le côté théâtre c'était très cool, mais que ça manquait quand même d'action. J'étais convaincu qu'on pouvait tout rentrer, mais d'une manière qui fasse pas forcing, à partir du moment où je restructurais le texte et qu'il y avait une alternance entre des moments discutés, des moments de dialogue et des actions. Et c'est ce que j'ai peut-être pas assez bien fait au tout départ dans la première structure du texte, c'est-à-dire que c'était trop action, 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 et que ça donnait un peu ce sentiment de carnaval. Et moi, ce qui me manquait vraiment avec Eugène, et c'est pour ça que pour moi, à titre personnel, c'était un échec, c'est que moi, ce qui me fait le plus rire, c'est quand tu interagis avec les piégés et qu'il y a un échange et qu'ils essaient de comprendre pourquoi t'es comme ça, tout ça. Et là, en fait, lui, il voulait juste se barrer. Ouais. Toi, tu voulais le retenir. Il voulait se barrer. Toi, tu voulais le retenir. Je comprends ce que tu veux dire. C'est trop binaire. Les réactions de Eugène, elles me font mourir de rire, mais je veux dire, si on avait su, évidemment, on l'aurait pas mis en face de steak. La cheval, je vais la buter. Ah, cheval, j'ai rien à foutre, je veux la buter. Et ouais, non, mais on l'aurait pas mis en face de ce texte-là aussi. Du coup, je suis rentré dans le forcing, ce qui est ce que je déteste le plus. Moi, ce que j'aime justement, c'est être à l'écoute du piégé, interagir, qu'il y ait du ping-pong. Et puis c'est là que c'est le plus drôle aussi, parce que je suis dans des moments d'impro. Maintenant, je dis par rapport au nombre d'actions, je suis content de ce qu'on a fait en version finale, parce que c'est rentré et que je trouve qu'il y a un bon équilibre entre les actions et les discussions. Mais par contre, je pense qu'on s'est ramassé quelques fois. Donc avant qu'il soit abouti, ce texte, il est passé par des versions non abouties et aussi par une mauvaise cohérence entre le profil des piégés qu'on a choisi au départ et ce texte. Là, c'est pour ça que pour le pire stagiaire, je vous dis pas les précautions qu'on prend. Après, concernant les critiques dont je parlais, vous auriez dû, machin et tout, il y a quelque chose dont on est conscient, on peut pas non plus reprocher aux gens de nous critiquer parce que, en fait. Ils s'investissent aussi dans le truc. Bah déjà, c'est génial parce que, alors, que vos retours soient positifs, négatifs, on les a lus, on en a pris compte et on vous remercie déjà pour votre soutien. Merci aussi d'ailleurs par rapport au dernier épisode pour tous vos commentaires super gentils. Je crois qu'on en a rarement eu autant. Du coup, il y en a certains qui ont dit, moi, ça m'apprendra à pas lâcher prise à la moindre barrière. Et ça nous fait très plaisir. Tout ça pour dire qu'en gros, on peut pas se plaindre des critiques des gens qui nous disent vous auriez dû, puisque le concept même du pire projet, c'était de laisser les gens s'exprimer, de se mettre à nu. Se mettre un peu en position de faiblesse, entre guillemets, mais parce qu'on trouvait ça intéressant aussi de montrer que tout ne peut pas se passer comme prévu. On a beau avoir plusieurs années d'expérience dans ce domaine. Et puis c'était intéressant aussi que les gens voient que ça se fait pas comme ça, un piège de cette envergure-là. C'était cool aussi de vous embarquer là-dedans, de montrer tout ce qu'il y avait derrière. On naviguait à vue aussi, je sais pas si tu te rappelles, mais on a Julien, que je salue, notre monteur, qui est venu. Au moment où il est arrivé, on était à Mélissa. Il me disait c'est la première fois que je monte quelque chose et je sais pas ce que va être la fin en fait. Et du coup il disait en fait je monte du making of en live. Ouais, et dans la même pièce, lui il montait les premiers épisodes et nous on tournait les épisodes d'après sans le savoir. C'était interminable. Surtout notre plus grande victoire, c'est quand on diffuse le dernier épisode et qu'ils disent putain les mecs ils ont réussi. Et ils ont eu l'impression de nous accompagner. C'est ce qu'il disait. Il disait la victoire est d'autant plus belle que nous on a vu tout. Il y avait une connivence tout le cheminement. Voilà, ils étaient avec nous, vous étiez avec nous et c'est ça aussi. On est trop content de vous avoir embarqué là-dedans et voilà. Donc en tout cas pas de problème par rapport aux critiques négatives puisque c'était aussi l'objet de cette série, c'était de tout vous montrer et de se mettre à poil. Dave, je te propose de pas rester seul. Enfin. Ça fait tellement pas naturel, on dirait une sitcom. Ouais, grave. Les filles, bah du coup, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Et on applaudit. Je sais pas si on est dans une émission littéraire, ça, c'est un sentiment de vie. Genre quoi. Ouais. Bon les filles, merci d'être là, c'est trop cool de vous avoir avec nous. Alors on va expliquer qui vous êtes, même si beaucoup de gens vous ont déjà vu, les a quand même bien vu dans les vidéos. Donc Léa et Maud qui ont travaillé en assistante de prod avec nous pendant des mois et des mois sur ce programme donc du pire gendre. Vous pouvez rappeler quand est-ce que vous êtes arrivés? Moi quand je suis arrivée, l'anecdote est un peu folle, mais quand je suis arrivée le premier jour, Brunella a appelé pour dire que c'était pas possible de faire. En fait le truc c'est que je me suis fait escroquer. Je te rappelle en 2 minutes Brunella, à tout de suite.
C'est ça l'entrée en matière. Ça m'a mis dans le bain dès le début, quoi. Dès le début, j'étais à fond. Toi, tu sortais de ton école. C'est ça, moi, je sortais d'école et. Et donc, t'es arrivé ici et donc direct un échec. Bam. Toi, Maud, tu sortais de quelle formation? Moi, j'avais fait de la communication. Après, j'avais travaillé un peu entre-temps pour le public d'émissions de télé. Plus com, toi. Ouais. T'es plus com. Et du coup, moi, je suis arrivée en septembre. Donc, il y avait déjà eu l'échec de Brunella et on devait quasiment tourner Tiffen fin septembre, il me semble. Et t'as eu l'échec. Donc, moi, je suis arrivée le mois d'avant. Je faisais mes petits rendez-vous journalistes pour le petit stagiaire en parallèle. Et au final, premier tournage. Non, mais nous, c'est la règle. Hein. On propose toujours à ceux qui nous rejoignent de commencer par un échec. Hein. Ça met dans le bain comme ça. Déjà, on tient à vous remercier parce que c'est vrai qu'on l'a peut-être fait en off, mais on va le redire ici aussi. Ce projet, c'est aussi grâce à vous. Vous étiez au contact même de tous ceux qui envoyaient des mails parce qu'on partait toujours de casting, c'est-à-dire qu'on passait des annonces. Si vous avez envie de piéger vos parents, vous êtes une fille, célibataire, etc. On va pas refaire toute l'annonce ici, mais donc, il y avait pas mal de critères à réunir. Et vous deviez aussi trier tout ça, toutes ces candidatures. Et après, vous nous rapportiez aussi vos préférés. Puis ensemble, on se penchait là-dessus, on regardait ce qui semblait le mieux ou pas. Et puis après, vous étiez évidemment sur la partie tournage. Vous avez vécu tous les tournages avec nous, les réussis comme les ratés. Donc, de l'intérieur, vous, déjà, quel souvenir ça vous laisse tout ça, ce pire projet, ce pire gendre? Au final, c'était un bon souvenir quand même. Parce que moi, je suis arrivée, je connaissais pas forcément le monde de la caméra cachée, comment on la faisait en fait. Et du coup, ça m'a permis de tout voir, de voir les échecs, voir les réussites. Et déjà, le premier, quand on l'a fait, on était assez euphorique avec Maud parce qu'on disait, il s'est passé tellement de choses, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que donc le premier, c'est celui avec Eugène, Tiffen, la famille Tiffen. Donc vous, déjà, ça vous a fait un sentiment un peu... C'était impressionnant déjà aussi, rien que l'organisation, les 4 jours avant, les machins. Est-ce que c'était stimulant au départ? Il y a une petite pression du coup par rapport à ça. On était, je pense, toutes les deux super impliquées, même aussi stressées que vous. Vous étiez aussi déçus que nous, je pense. Ouais, c'est ça. En fait, vous preniez les choses... On a pris les trucs à cœur, je pense. Ouais. Vraiment. Déjà, nous, on a adoré travailler avec vous. Je viens vous le dire, toutes les deux. C'était super sympa, aussi bien sur le plan humain que professionnel. Merci aussi pour votre investissement. Mais effectivement, je pense que c'était un projet de famille, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on voulait tous que ça marche. Et je pense que vous, comme nous, dès qu'il y avait un coup dur, c'était difficile. On peut même vous revoir au bureau et tout. On se disait, on savait que quand on arrivait au bureau, ça allait pas être. C'était un peu, on est dépité, faut réfléchir. Vous allez un peu vous parler, qu'est-ce qu'on fait. Vous disiez quoi en vrai quand vous saviez que ça avait raté? Vous disiez putain, Greg il va encore faire la gueule là. Les lendemains d'échecs, c'était dur déjà de venir et de tout ranger déjà. C'est un peu déprimant. Et ensuite, on voyait que vous étiez dépité, nous aussi. Et on disait mais qu'est-ce que ça va être la suite? C'est le pire, ça, de ranger toutes les affaires et tout de suite. Le premier c'était particulier parce qu'il y avait des petits trucs à garder, sauf qu'on savait pas vraiment. Donc c'était Dave qui avait dit il faudra qu'on voit les images et tout. Donc direct, nous on s'est dit en fait ça a mis déjà une petite claque quoi. On se dit oui, ok. parce que pour vous, quand vous sortez du tournage de Gênes, vous vous dites peut-être que c'est pas mort. Moi je me dis il y a quand même eu des trucs, il est resté quand même jusqu'au bout. Donc il y a forcément des passages à prendre. Il y a quelque chose quoi. Puis après le montage, ça passait pas forcément pour la télé. Donc il y avait tout ce truc là que nous on s'était pas forcément, je pense, rendu compte que ça allait aussi être des obstacles tout ça. Et du coup après repartir tourner, on s'est dit allez une fois. Et puis au bout de la deuxième fois on doit retourner. Enfin le troisième tournage, on voit que c'est plus les mêmes enjeux qu'au début en fait. Au début c'était un peu plus à la cool. Si ça rate, Il y avait une meilleure ambiance au début, on va se le dire. Hein. Oui, c'était plus les mêmes enjeux. À la fin, je pense qu'on avait vraiment une pression différente, une pression et excitation différente. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'on va faire si on le rate? Nous, on se disait que ça se trouve si on rate, il y a tout s'arrête quoi. Il y a plus rien du tout. C'est la fin. Vous entendiez beaucoup parler de ça aussi, je pense. Vous voyez un peu à la fin abattu, défaitiste. Même nous, je crois qu'on échangeait beaucoup sur ce sujet en disant là, ça se trouve, on va bientôt plier bagages. Même vous, autour de vous, parce que nous, on racontait autour de nous aussi, on a raté, on recommence. Moi, à chaque fois, les gens, ils me disaient, bon, ça va, ça se passe bien. Souvent, j'osais même pas raconter. Je me disais, oh là là, j'ai évité le sujet, vraiment, je voulais pas trop raconter ce qu'on faisait en ce moment. Mais même vous, vos proches, votre entourage, ils devaient vous dire, mais elle est bizarre la boîte dans laquelle vous travaillez. Y a rien qui sort du coup, c'est quoi le concept? Tu sais que mes parents me disaient, c'est quand que ça sort, quand est-ce que je peux voir? Du coup, c'est difficile de leur expliquer, de leur faire comprendre. Tu verras les making of. Ça vous a donné peut-être envie aussi d'aller vers d'autres choses et de vous dire, on va pas rester moisir dans un endroit un truc qui rate. Personnellement, moi, je me suis dit, on a commencé, en plus, on a tout préparé. Depuis le début, moi, j'ai un peu tout géré. Ce serait décevant même pour moi de pas finir le projet, quoi, de partir en plein milieu sans que ce soit une réussite. Vous vouliez comme nous, finalement finir, concrétiser la chose, et puis finalement, cette persévérance, elle était plutôt belle. Enfin, moi, je sais que ce qui m'a impressionné chez vous, à la
la fin, je disais, mais vous avez persévéré et enfin, au final, vous avez quand même réussi. Alors qu'il y avait des chances que ça marche plus. Au bout de 2 échecs, du coup, même moi, ça impacte un petit peu sur les rendez-vous journalistes pour le pire stagiaire. Je me disais, quand tu es arrivé, vous aviez quasiment pas eu d'échecs sur le choix de vos profils. C'est vrai, hein. Et du coup, pour le pire stagiaire, j'étais un peu là aussi pour vous aider par rapport à ça. Et j'étais, mais en fait, là, ils étaient sûrs d'un personnage et en fait, il a pas du tout réagi comme ça. Donc, est-ce que moi, ce que je m'imagine sur les personnages du pire stagiaire, donc je me souviens que j'étais jamais très fixe, mais je me disais, mais parce que je veux pas un échec en plus, en fait. C'est ça, je veux pas qu'après le pire gendre, on se lance la pression sur les épaules. dans un pire stagiaire. Bah, ça a un petit peu joué, je pense, moi, sur mes impressions. Non, mais c'est vrai que ça nous a rendus plus fébriles tous. C'est-à-dire que nous-mêmes, on avait sûrement plus confiance en nos choix avant ce projet. Plus de certitude, Plus de certitude, effectivement. Pour le pire stagiaire, on n'a jamais comment dire, on a quand même toujours été dans le doute, hein. On peut pas dire. En fait, c'est facile à posteriori de refaire l'histoire, mais tu vois, même quand on a piégé JNR, le rappeur, franchement, on se chiait dessus quand on allait. Parce que, en fait, toujours c'est un contexte différent. Non, mais là, on a plus de pression qu'avant. Pour vous, est-ce qu'il y a un avant-après cette aventure? Ah, mais complètement. Mais complètement. Ouais, justement, on n'est plus dans le ressentez... même état d'esprit. On se sent. Bah, déjà, bon, il y a la fatigue physique et morale qui s'est accumulée. Hein. Là, on sort la tête de l'eau, mais il y a tout ce qu'on trimballe encore quand même de cet échec-là. Du temps perdu, en fait. Du temps perdu, faut se refaire. On avait déjà l'impression d'être dans une course contre la montre avant. C'est-à-dire, il fallait sortir plus d'épisodes. On le disait tout à l'heure, on n'a pas été parfois assez productif, mais en même temps, on était content de notre contenu, mais on savait qu'on sortait trop peu de choses. Tu vois, le temps, il est limité. On a d'autres projets, on a des projets de films et tout. Et donc, forcément, là, on a l'impression qu'on doit rattraper encore une fois tout ce temps perdu. Et donc, forcément, aussi, on est plus forcément. Et puis, au-delà de ça, on est plus fébrile, je pense, dans le sens, encore plus à se méfier maintenant de qui on va choisir. Ouais, la dernière fois, je me souviens, ce que tu as dit, ça m'a fait me rappeler que l'autre jour, on s'est quand même eu au téléphone parce que tu sortais d'un rendez-vous avec un potentiel futur piégé pour le pire stagiaire. D'ailleurs, sûrement le premier qu'on va tourner. Et donc, en fait, ta mission était d'aller voir, d'être sûr qu'il me connaissait toujours pas. Donc, de refaire un test photo. Pour ceux qui suivent les making-of du pire stagiaire, vous savez, il y a le test photo, etc. Et c'est vrai que je chantais que t'osais pas trop dire si oui ou non. C'était un bon profil. Bah, c'était parce que ce profil-là, c'est pareil, c'est un ancien profil. Et donc, il y a eu des petites choses avec ce profil qui me faisaient me dire, bon, je suis plus dans le négatif parce que je veux pas leur faire une connerie et en plus de... Les influencer dans le mauvais sens, mais en même temps, c'est ça. En viendra... plus de l'échec qu'on a fait, faut vraiment là que je sois sûre et au final, je pensais plus que j'allais être dans le négatif et finalement, en faisant le rendez-vous, j'étais plus en mode, bah si, faut le faire et du coup... Mais en même temps, on est plus sûr de rien. Oui, voilà, c'est ça. On est plus sûr de rien. C'est que je me dis, bah, enfin, il y a des gens qui sont super drôles et qui font des blagues, machin, mais et qui au final ne supporteraient pas être piégés. Donc, en fait, comment cerner si la personne va... Parce qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte pour le en fait, c'est une combinaison de plein de critères, la réussite d'un piège. Bien sûr. Et il suffit qu'il y ait un maillon qui aille pas, qui soit défaillant et tout part en vrille. Et c'est vrai que là, même pour ce premier épisode du pire stagiaire qu'on est censé faire, je vous cache pas qu'on a un peu la pression. Surtout avec ce profil qui date d'avant le Covid. Oui, c'est ça. La première fois qu'on l'a rencontré, c'était en fin 2019 quand même. Hein. Oui, moi quand j'y suis allée, il avait déjà vu d'autres personnes. Parce et donc, qu'en fait, la nouveauté maintenant, c'est qu'on garde chaud nos piégés et on les tient un peu au courant. C'est toi Léa qui t'en charge et on renvoie régulièrement des journalistes pour s'assurer qu'il est toujours dans le piège quoi, en gros, et qu'il connaît toujours pas Greg. Donc c'est un travail encore plus long. Normalement là, les délais vont se resserrer et on va pouvoir faire comme avant. Bonne nouvelle, tous les piégés qu'on a dans le SAS nous regardent aujourd'hui. Nous regardent cette vidéo. Non mais on les embrasse. Bon alors vous, réponse là, parce qu'on va demander à tout le monde de répondre. Est-ce qu'on a bien fait de faire ce projet? Pour moi, oui. Pour moi, oui, mais peut-être pas autant de temps. C'est vrai que c'est des décisions dures à prendre, mais peut-être ça aurait été après Eugène. Après, c'est dommage, du coup, on n'aurait pas pu faire Leslie et que c'est une belle famille, une belle rencontre. La question est assez dure de... C'est un peu répondre parce que c'est vrai que tu te dis, est-ce que le piège de la famille de Leslie en valait la chandelle? Voilà. Est-ce que le jeu en valait la chandelle? Moi, j'ai bien aimé quand même. Moi aussi. Moi, je trouve que même mes proches, déjà, ils étaient 3, il y avait une différence. Donc même dans notre galère, on s'est dit, bah, on va en mettre 3. Allez, on repart avec plus de caméras. Quand tu dis 3, c'est la famille de Leslie qui était 3 piégés. Ils étaient 3 piégés, pardon. On était trop contents, c'est que ça réussit. Bah, à la fin, on a pleuré, nous deux, d'émotion, enfin, on l'a fait. Vous avez pleuré à la fin, on a tous un peu... on était émus parce que ça y est, on réussissait tous un peu ensemble parce que même les cadreurs, c'est vrai que l'équipe n'a pas changé. La régie, elle n'a pas vraiment changé, donc c'était vraiment, on était tous embarqués dans quelque chose où je pense que, oui, c'est ça. Donc finalement, t'en retires toi, Maud, du positif, tu dirais que t'es contente d'avoir vécu cette aventure et qu'on a bien fait de se lancer là-dedans, même quitte à avoir laissé des plumes et à s'être privé de faire d'autres choses. Et toi, Léa, du coup, plus... C'est un peu mitigé. Après, moi, j'ai vu d'autres facettes. J'ai vu la facette vraiment production depuis tout le début. Après, la facette du
tournage. Et ensuite, je vois les répercussions sur maintenant. Ouais. Ça nous met beaucoup de doutes sur le pire stagiaire. Et je pense que ça nous a impacté aussi. Ça nous rend fragile. Ouais. Et du coup, ça nous fait peut-être perdre du temps sur les trucs actuels. Ouais, c'est sûr. Même à trop se poser de questions parce que du coup, on a vécu ça. C'est ça, parce que est-ce qu'il faut bien se poser des questions avant de le faire, ou d'un côté, si on se pose trop de questions, on réfléchit trop et après on peut partir aussi dans un truc naturel, on se perd parce qu'on sait plus ce qu'il faut, enfin ce qui est bien comme piégé ou pas. Vous étiez aussi dans une position où des fois vous partiez du bureau, bon, on va en discuter, est-ce qu'on retourne? Et nous avec Léa, on se retrouve, bon, on va vraiment retourner là? Bon bah oui, s'ils retournent, on les suit de toute manière. Enfin, c'est une aventure folle, limite. C'est... Là, votre pire souvenir. Dave, d'ailleurs, toi, ton pire souvenir? Moi, c'était quand on n'a pas réussi à aller au bout avec Enora. Paradoxalement, c'est pas l'échec d'un tournage, c'est en fait de rater encore une fois. Donc on a Mélissa et Enora. Enora vient de nous envoyer un message disant « Je vous envoie les réponses de ma mère, mais ça pue. Ton père n'a jamais pris le train de sa vie. Ce n'est pas maintenant que cela va commencer. » Donc c'est un tunnel de... il y a peut-être 4 mois qui sont écoulés sur ces 2 projets-là. On a perdu à ce moment-là peut-être encore 2 mois de plus, mais donc 2 mois qui s'ajoutent à Mélissa et à Tiffen. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, on est à 1 an déjà de prod dans le vent. Ouais. Je me rappelle, il y a même après Enora, on est venu, je crois, 4 ou 5 jours au bureau pour rien faire. Ça, on était là. On savait plus. Et ouais, non, on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tourne? Est-ce qu'on refait? Est-ce que... Ça nous a achevé, si on peut dire ces termes-là. Il nous a achevé, il était genre celui-là. Et en parallèle, il y avait quand même le pire stagiaire et du coup, on savait plus non plus. Est-ce qu'il fallait faire maintenant les rendez-vous? Parce que si on les faisait trop tôt par rapport à quand on voudrait tourner, il y avait ce problème-là aussi. Ça foutait en l'air toute l'organisation. Ouais. En fait, un petit grain de sable dans votre chaîne et ça faisait dérailler toute la suite en fait. Vous vous souvenez que la chaîne nous disait là, arrêtez, faites le pire stagiaire maintenant et tout. Moi, je suis pas mécontent quand même qu'à ce moment-là, on ait dit non, faut continuer, il faut y aller. C'est ça, moi, je trouve ça fou d'avoir fait ça. Ça se trouve, on aurait encore sinon ce projet sur les bras avec que les échecs en disant bon, en 2024, on va tourner, on va essayer de le refaire. C'est possible, hein. On en serait là, on en serait là. Léa, toi, du coup, ton pire souvenir? Moi, j'ai le même ressenti que Dave. C'était vraiment un peu le choc que Enora finalement ça veut pas se faire. Parce qu'en plus on était hyper investis, on s'est dit ok, cette fois c'est la bonne, on y va, on se démonte pas. Et je pense que c'était un peu le coup fatal qui nous a un peu achevé. Et surtout les jours d'après, on se disait on va le refaire, faut en faire un 4e. Moi j'avais l'impression d'être un piégé quoi. Non, c'est pas possible là. Et toi Maud? Je dirais plus du coup la fin du tournage mais de Mélissa, parce qu'en fait on a eu un premier tournage avec Eugène où on se dit bon, il passera pas, ce sera pas pour la télé, ça pourra être pour YouTube, mais il y avait des petits trucs. Et le piège de Mélissa, finalement on s'est rendu compte qu'en fait c'était encore moins fourni et du coup je me suis dit mais non, mais là du coup c'est sûr que ça passe pas non plus. Enfin, moi je me disais ceux qui travaillent avec nous pour la première fois sur ce projet, je veux dire qui n'ont pas travaillé avant sur le pire stagiaire, je me disais ils doivent se dire qu'on est nuls. Mais le mec ils savent pas du tout faire de la caméra cachée en fait. Comme Ted et tout. Non mais c'est vrai, mais les comédiens qui venaient et tout, je me disais mais là ils sont pourris en fait. Genre on dit Greg Guillotin, la caméra cachée, mais il est pourri lui. Après c'était pas la même envergure, c'était la première fois que vous faisiez aussi gros, je pense. Chaque projet est différent en vrai. C'est mon pire souvenir aussi. C'est ce moment de solitude de 3 heures là à table, 4 heures, je sais pas, où je ramais. Non, c'est pas sexuel, ça veut dire que je l'ai mis enceinte moi en tant que guégué. Félicitations. Bah c'est gentil, merci. Et bah c'est ce qu'il y a de pire pour moi en fait, d'être tout seul à faire mes vannes et d'avoir pas de réponse en face. C'est dur, c'est exactement ce que je veux pas. Moi ce que j'aime c'est les gens. Moi c'est ce qui me plaît dans la caméra cachée, c'est d'avoir du naturel, du spontané. Après évidemment c'est pas un bon souvenir non plus quand Enora finalement ne peut plus faire le piège. Mais voilà. Merci beaucoup à toutes les deux du coup, merci. Merci à vous. Merci beaucoup Léa et Maud. Et du coup on va accueillir Braun et Axel. Merci d'être venus les gars. Y a pas de souci. Merci beaucoup. Comme toujours. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? C'est-à-dire, peut-être Axel, tu peux nous dire un peu ton métier? Alors, je suis cadreur et je travaille régulièrement avec vous et avec d'autres. Je fais des clips aussi de musique et tout un tas de choses. Ouais, bah c'est cool. Ouais, parce que tu étais venu, effectivement, à la base, je crois, faire un axe plan en haut. C'est ça. Toi, tu étais censé filmer de la fenêtre, prendre les moments où potentiellement le piégé s'aventurait à aller dehors. On n'aurait jamais imaginé qu'ils iraient autant dans le jardin. Puisqu'il y a eu des courses-poursuites quand même. Et donc, ouais, t'as tout vécu, quoi. Bah, t'as tout vécu. T'étais pas là au bureau dans la détresse avec nous et Léa. Moi, j'étais pas dans les bureaux, mais je recevais vos messages du coup. Ouais. Et à chaque fois que je recevais
recevais un message et je me disais putain, c'est encore foiré. Ah merde. Bon bah c'est reparti. Et je le vivais vraiment de l'extérieur du coup. Des fois, je venais dans les bureaux pour vous filer les rushs, etc. Je voyais vous étiez tout le temps en panique, tout le temps à droite à gauche en train de courir, faire du making of tout le temps. C'est vraiment une expérience, t'as pas envie de la vivre en interne quoi. On n'a pas envie d'être vous quoi. Non mais c'est cool, ça fait plaisir. Non mais c'est bien résumé, on n'a pas envie d'être vous, on n'a pas envie d'avoir votre vie. En fait, faut avoir les épaules quoi. Bah merci, enfin merci ouais parce qu'en fait on avait les épaules un peu ramollies à la fin mais... Ratatiné. Ratatiné ouais. Et toi Braun, que tu peux te présenter? C'était ma première fois du coup en régie avec vous, donc j'ai découvert la régie en interne dans une grosse prod comme ça. Et du coup moi de mon côté de base, donc je suis vidéaste, donc réalisateur, acteur, auteur du coup dans mes projets. Du coup avec vous, j'ai vu en interne les coulisses de cette grosse prod. T'as été appelé pour faire quoi du coup, pour rappeler aux gens sur ce tournage? Régisseur. Ouais. Donc régisseur, c'est-à-dire être au service on va dire de l'équipe, c'est-à-dire tout ce qui est... La logistique. Celui qui fait les frites pâtes. Voilà, si vous me connaissez surtout peut-être sur le nom de celui qui a fait les frites pâtes. Voilà, c'est... Frites pâtes c'est toi? Bah enfin tu les as faites. Ok, je l'ai fait, j'étais pas tout seul, d'accord, j'étais pas tout seul. Bah attends, vous pouvez venir les filles parce que je crois qu'il y a un débat là. Il y a un petit conflit là, j'aimerais qu'on rétablisse... Non attends, viens là. Hop. Comme ça vous allez régler les comptes ensemble sur les frites pâtes, j'aimerais savoir. J'ai clairement tout géré, elles m'ont accompagné, elles ont mis l'eau, qui a mis les frites, qui a mis les pâtes déjà. J'ai fait chauffer l'eau. Alors attends, qui a fait chauffer l'eau? Il y a eu 3 tournages. Ouais. J'étais pas là au premier, d'accord. J'ai juste donné la recette par message. Moi j'ai pas souvenir que t'aies fait les frites pâtes. Oui, on était tous les deux. Parce que là sinon je suis pas content. Elles sont deux contre moi. Je suis pas content sinon parce que t'as dit que t'avais fait les frites pâtes à la base. Ouais. Bon, elles sont de mauvaise foi mais je vais leur donner raison. Sandwich et t'as mis le ketchup une fois. Deux fois. T'as mis deux fois. Deux fois, je me rappelle très bien. Tu dis une fois. Ouais. Non. T'as mis le ketchup une fois. Ok, si tu veux, j'ai pas envie de m'embrouiller parce que je vais m'énerver, ça monte là, tu vois. Ce qui compte, c'est que c'était bon. Ouais, le poney a aimé, ouais. Bah ça, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu les making-of, j'ai bouffé dans l'assiette du poney puisque j'ai pas vu qu'il était venu manger les frites pâtes dans l'assiette. Mais merci en tout cas, les filles, c'est cool. La parenthèse qui n'a aucun sens. Donc, merci d'avoir participé aux frites pâtes. Putain, si on résume ma participation à ça. Bon, merci en tout cas pour les frites pâtes. Pour revenir à ton rôle principal, c'était quand même. Pourquoi t'as sorti ça en fait? On dirait c'était la fierté de dire ça. Et donc ouais, après t'as fait la régie aussi, donc c'est dès qu'il y avait un petit problème. Par exemple, je me rappelle d'un truc qui m'avait un peu fait paniquer. C'était quand le grand-père avait découvert le scooter et que du coup Dave était venu en mode ouais, est-ce que tu peux aller traverser la ville pour trouver un scooter? Ouais, c'est vrai. Et moi je me suis dit comment ça traverser la ville? Et genre tu sais, ça faisait un peu ce truc de je réquisitionne votre véhicule, genre je voyais pas. C'était le piège avec la famille Nestlé. Ça aussi. Oui, c'était le piège avec la famille Nestlé. Et donc du coup il t'a envoyé à ce moment-là Dave pour chercher un scooter. Et finalement du coup on a trouvé l'autre solution qui était de prendre le gros truc là Mais donc du coup c'était cool parce que t'as vécu de l'intérieur un tournage assez particulier. C'est ça. T'étais curieux de voir comment ça se passait. Alors déjà j'étais curieux et surtout en fait tu sais tu ressens tout. Vous transmettez votre pression forcément parce que ce truc là, non mais dans le bon sens, c'est à dire qu'après du coup on se sent personnellement investi. Tu sais, dès le début quand on a discuté tu m'avais expliqué tout ce que ça impliquait etc, les ratés qu'il y avait eu avant et du coup t'as vraiment ce truc de te dire ok waouh, donc là il faut vraiment que ça réussisse pour x ou y raison. Il y a l'impact qui soit financier, humain, la logistique qui a été mise en œuvre etc. Ça devient comme ton tournage où tu te dis même si moi un vrai rôle. Voilà, même si mon rôle c'est de faire des sandwichs pour l'équipe, je veux que ce soit des bons sandwichs pour l'équipe. Il n'y avait pas que ça quand même. Et bien mettre le ketchup. Voilà, c'est ça. Tu t'as envie quand même que ton rôle, qu'il soit minime ou pas, il aide vraiment. Et c'est-à-dire que même quand un truc sort de ta juridiction, de ton rôle de base, et bah il y a besoin de ça, ok, vas-y, je suis là, etc. Il y avait quand même un bon état d'esprit où tout le monde avait envie que ça marche. Franchement, je vous remercie encore. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de remercier tout le monde individuellement, même tous les comédiens secondaires et tout, ils étaient tous à nos côtés et tout. Et heureusement, parce qu'on se sent moins seul quand on passe des mois et des mois dans le bureau en petit comité. Derrière, on est bien content de vous avoir et de sentir que vous avez aussi envie que ça marche. Si vous étiez vraiment investi, ouais. Et vous qui avez communiqué un peu avec tout le monde, d'ailleurs, toute l'équipe, ça allait en off. Est-ce que les jours de je crois que vous étiez là aussi sur les répètes et tout, et vous sentiez quand même que même les autres, ils avaient, ils retenaient un peu leur souffle. C'est en mode, c'est demain le jour J. Forcément, ils avaient ce truc qui montait, mais pas encore. La pression montait, mais le jour J, tout le monde était une autre personne, tu vois. Genre, c'est même toi, on te voyait tous regarder le sol et tourner en rond en récitant des trucs comme un sorcier dans Harry Potter. T'es obligé de rentrer dans ton truc et de te concentrer. On voit que tout le monde passe un peu ailleurs, surtout en fonction de l'importance de son rôle, de son impact dans la vidéo. Il y a qu'Abdé qui reste sous contrôle. Bah, c'est Abdé, quoi. Il sourcille pas, mais effectivement, même Ted et tout, je me souviens, il y avait une boule au ventre aussi de leur côté, de son côté. Vous, le souvenir individuellement, chacun votre tour, c'est intéressant en plus parce qu'on va avoir quand même un avis de technicien, un avis plus auteur, parce que même si tu fais des frites pâtes, de base, t'es quand même plus auteur, comédien, réalisateur. Vous, est-ce que vous pensez, à titre personnel, qu'on a bien fait de se lancer là-dedans et d'aller jusqu'au bout pour obtenir le dernier épisode?
épisode. Alors, est-ce que c'était une bonne idée de se lancer dedans? Oui, forcément, parce que tu passes pas à côté d'une opportunité. Tu as une idée, tu l'as fait, tu la tentes, il faut tenter dans tous les cas. J'ai envie de dire, t'as rien à perdre. On verra après qu'il y a quand même deux, trois choses que tu peux perdre. Après, ma question c'est, est-ce qu'on n'aurait pas dû arrêter après le premier ratage ou le deuxième? Franchement, j'ai pas la réponse. Je saurais pas te dire. Moi, je sais que j'y vais à fond et je m'arrête pas tant que j'ai pas réussi. D'autres réfléchissent et se disent, ok, là, on l'a foiré, dommage, on réessayera une prochaine fois. Toi qui es un passionné aussi de tout ce qui est making-of et tout, quand tu les as vus sortir ces making-of, je sais que tu as vraiment aimé. Je crois que tu étais quand même content de voir finalement qu'il y avait du positif derrière tout ça et qu'on obtenait quand même bah c'est ça, et bons puis retours. Moi ça m'a fait personnellement plaisir parce qu'en fait en tant que technicien, même le jour où je suis arrivé, en fait tu te sens très pris dans cette énergie, cette ambiance globale. On te demande directement toi ce que t'en penses, on te demande ton avis, on te demande si t'as des recommandations, des suggestions, etc. En fait tu te sens vraiment pareil investi, c'est ça, t'arrives et t'as cette équipe magnifique et cette ambiance globale qui te donne envie de travailler avec tout le monde, sauf toi bien sûr. Et voilà, c'est ça que moi j'ai vraiment apprécié avec toute cette expérience. Je me suis fait des amis incroyables. Merci, ça nous touche vraiment et ça fait plaisir. Alors, je sais pas si on est inclus dedans, mais en tout cas on a beaucoup apprécié travailler avec toi et Arthur aussi, à qui on passe le bonjour. Donc toi, à titre personnel, en gros, si tu n'as pas la réponse à tout ça, effectivement c'est difficile. Moi je pense que c'était une bonne idée. Ouais. Après voilà, il y a plein d'autres facteurs qui font que ça va dépendre. Tu savais que c'était ça ce genre de piège, ce genre de tournage? Petite anecdote, le premier jour je suis arrivé et à la fin du piège je me suis dit ah ouais, c'est tous les jours comme ça. C'est incroyable comme métier. Vraiment j'étais là, moi j'arrivais, tu sais, je faisais mes vidéos tranquilles tout seul et j'arrive, je vois ça, je fais Quand tu dis tous les jours comme ça, tu parles du jour où tu arrives la veille du premier tournage? Non, je parle de vraiment à la fin de l'épisode quoi. Ah oui, Eugène. Ah, tu parles de l'épisode. C'est ça, je me suis dit c'est incroyable. Non mais après c'est vrai que tu te dis qu'est-ce qui s'est passé là? C'est-à-dire qu'avec Eugène, franchement on est tous sortis de là en disant c'est quoi qui s'est passé aujourd'hui? C'est ça, il y avait vraiment une différence entre vous qui sortiez de Eugène en mode putain il faut le refaire, c'est impossible et tout. Moi j'étais là, c'est pragmatique de ouf en fait. On fait pragmatique parce que nous, c'est notre métier. On essaie d'être professionnel dans ce qu'on fait et même de professionnaliser ce registre de la caméra cachée au maximum. Donc nous on a des enjeux, des objectifs à atteindre. Comme dans un métier de l'extérieur, tu vois. Ouais, vous vous dites c'est quand même cool quoi. C'est ce qui s'est passé. Il y a des flics qui ont débarqué, on n'a rien compris à ce qui s'est passé. On va aller voir votre fille s'il vous plaît. Si au moins vous êtes témoin, je comprends ce que tu veux dire. En termes de divertissement, c'était cool. De divertissement et même de taf, parce que ça devient beaucoup plus créatif d'un coup. Ouais. C'est pas un tournage, tu poses ta cam et voilà. C'est vraiment, tu dois trouver des idées. Je me souviens, quand j'étais en haut, au lieu de filmer qu'à la fenêtre, je me suis baladé dans la maison pour essayer de choper tous les plans possibles. C'est vrai, je me souviens. Et d'ailleurs, tu nous as bien sauvés sur certaines images. C'est vrai, mais en fait, tout est en live, que ce soit côté technique, où les mecs sont en régie à essayer de choper les meilleurs moments, les meilleurs... En fait, on compose tous en live et on a qu'un one shot, quoi. Exactement. Et tous ensemble. Personnellement, depuis 10 ans, moi, quand ça marche, je m'éclate. Je suis stimulé par la caméra cachée, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Et quand ça marche, c'est génial. C'est jouissif. J'adore ces moments qu'on vit, où ça fonctionne, où le mec en face, il mord à l'hameçon. C'est tout le travail en amont aussi qui fait qu'on est heureux en fait du résultat final. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'on a imaginé qui prend forme et qui prend vie en live. Et toi, Braun, alors déjà, est-ce que l'expérience t'a plu? Oui, c'était fou parce que déjà, comme il l'a dit pour les rencontres, voilà, je serais pas là aujourd'hui à discuter avec vous, etc. Ça permet déjà de voir toute la synchro qu'il fallait. Ce truc de ouais, à tel moment, il faut que telle personne entre, à tel moment, nanana. Ouais, faut aller chercher tel comédien pour le réceptionner ici, pour qu'il soit là. Ouais, pour vous, c'est dur en régie aussi, Léa, Daf. Ouais, faut beaucoup courir et tout. Comme je t'avais déjà dit, c'est que moi, je fais des vidéos d'habitude, mais dans les vidéos, t'as le contrôle sur ce qui se fait. Mais toi, ça va au-delà de ça, c'est les gens qui ne veulent pas être là, qui sont pas censés être là, qui vont définir le déroulé du tournage. En fait, ils ont 6 mois de notre vie entre les mains. C'est ça. Et ils savent pas. Sans le savoir, ils vont devoir jouer et créer des interactions avec des vrais comédiens. Ils sont pas au courant et toi, tu veux qu'ils jouent telle chose sans les connaître. Mais tu sais que moi, c'est Truman Show qui m'a beaucoup inspiré, donné envie. J'étais fasciné par l'idée de rendre comédien quelqu'un qui ne savait pas qu'il était en train d'être au service d'un film. Je trouvais ça extraordinaire. Est-ce que tu penses qu'on aurait dû se lancer dans ce projet? Alors moi là je vais parler en tant qu'auteur, moi non. Parce que moi je réfléchis toujours en pertinence de temps et moi je me dis toujours que ce que je perds là je pourrais le gagner ailleurs et je sais que moi à votre place je me serais dit là on a assez fait, on a assez donné. À quel moment? Peut-être après Eugène. Après Eugène. Et après je me serais dit je pense que là plutôt que de perdre du temps à reforcer à vouloir absolument the script, the truc et que c'est tout déroulé, j'aurais peut-être prendre ce temps là et le donner à un autre projet que je vais pouvoir sortir etc. Parce que c'est aussi comme ça qu'on montre à une audience ou une communauté qu'on existe. Je dis pas qu'il faut se précipiter etc. mais juste montrer du contenu, montrer etc. Donc c'est pour ça que c'est super bien
par exemple, ce que vous avez fait avec la série Making of, ça a créé. C'est aussi pour ça que d'un côté, on peut dire c'est bien que vous ayez continué, parce que là, on est encore en train d'en parler. On va arrêter après. Hein. Après, on arrête. Ouais, non, moi, je réfléchis beaucoup en pertinence de temps, et c'est vrai que moi, j'aurais eu je pense 2-3 fois plus l'impression que vous d'en perdre et de me dire putain, peut-être je devrais faire autre chose, et j'aurais peut-être été sur autre chose. Ouais, ça aurait pas forcément été un mal, parce qu'on nous félicite pour notre persévérance. Peut-être qu'on a été mauvais calcul, enfin, on a fait un mauvais calcul aussi, donc tu vois. Bah, la question est légitime. Tout à l'heure, t'avais dit est-ce que le piège avec Leslie en a valu la chandelle de tout ça? Toi, ton avis, c'est que non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, on n'est pas là que pour s'auto-congratuler, honnêtement. Ouais, donc, merci pour ta transparence. Mais c'est vrai que, imagine après le piège de Gênes, si on t'avait dit, ok, on repart, mais pas pour 2 mois, mais pour 1 an, évidemment que t'aurais pas signé. Bon, on va reperdre 2 mois, mais au moins on aura le piège. Et surtout, il y avait autre chose aussi, c'est que comme le truc était déjà écrit, on a déjà tous les accessoires et tout, on se disait, dans tous les cas, c'est pas trop du temps perdu, parce que c'est juste, on refait un casting et on repart en tournage. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, d'un point de vue, toi, tu parlais, tu connais bien les réseaux et tout, et c'est vrai qu'on sait tous que c'est pas bon non plus, surtout aujourd'hui où il y a beaucoup de contenu, d'être absent pendant longtemps. Toi, je pense que c'est aussi ça qui te fait dire, pas bon de disparaître autant. Déjà, les mecs, ils sont pas souvent présents. Mais c'est aussi parce qu'on en avait déjà parlé tous les trois à un moment, c'est que je sais qu'il y a un perfectionnisme maladif limite qui pousse à toujours repousser un truc, annuler quelque chose, non, ça c'est pas bon, etc. Ouais. Le public ne va pas autant être sévère avec ce genre de détails, etc. Vous allez vous empêcher de faire certaines choses qui vont faire kiffer des gens. Et c'est aussi ça le problème de toujours aller chercher le Truman Show en fait, de toujours vouloir le Jim Carrey parfait, le truc. Avec celui-là, est-ce que vous allez pas vous enfermer dans une sorte de truc perfectionnisme, voilà, format film, 2h40 avec un truc théâtre, etc. C'est intéressant ta question d'ailleurs parce que je crois qu'on n'a pas encore répondu à ça. Le format 2h40, c'était vraiment, comme je disais tout à l'heure, une volonté sur ce script d'en faire quelque chose de big, tu vois. Non mais attends, il y a une chose aussi, c'est qu'ils nous ont tellement donné en fait la famille de Leslie. Normalement, c'était pas fait pour faire 2h40. Et surtout, il y avait 3 piégés. Et en fait, chacun réagissait de manière différente. C'était fait pour faire 1h30, ce qui est déjà long. Mais c'est pas le but de faire toujours du 1h30 aujourd'hui. On se le dit encore pour les pires stagiaires. Il y a des épisodes qui feront. Là, tu vois, on est en train de voir qui ont fait en premier, etc. Il y aura des petits épisodes. Il y aura des épisodes qui feront 20 minutes parce que mon personnage, il se prêtera pas à faire un truc de 1h30. Le métier aussi. Et que le métier se prête pas à faire du 1h30. Il y aura des épisodes plus longs. Ça dépend. Il y a des épisodes à histoire et des épisodes à gag. En tout cas, il y a un truc qu'on a appris et c'est bien que tu le dises aussi. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup ce retour-là. Les gens n'attendent peut-être pas autant de nous que ça. Voilà. Oui, et en fait, on nous l'a dit, toi t'as des potes qui te l'ont dit aussi, c'est-à-dire ne croyez pas que les gens ils attendent que vous fassiez une caméra cachée hollywoodienne à chaque sortie. Il faut que tu te dises, vous avez créé un lore durant toutes ces années, le lore Guillotin, il y a... le lore Guillotin. C'est ça, il y a le lore Guillotin, il y a Vignac, il y a MC Guillaume, etc. Et les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est cet univers-là, et ils veulent peut-être pas toujours attendre 2 ans pour voir un piège hyper orchestré, parce que tu sais, à l'image, tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Vous en rendez compte, donc vous êtes en mode, oh là là, c'est le plus gros piège qu'on ait fait. Du coup, déjà, ça crée des attentes. Il y a des gens qui se disent ah ouais, c'est plus gros. Alors, on va voir ça. Ils vont le regarder, ils vont faire oh, je suis déçu sur celui-là, parce qu'ils vont pas avoir la même aventure que vous. Non mais t'as raison. Et honnêtement, ça, on l'a compris. Donc on aura toujours des pièges où on va vouloir mettre la barre haute, mais pas souvent. Et ce sera ponctuel. Et en tout cas, on veut alimenter beaucoup plus les gens. Le temps, il est limité. On vieillit. Tu vois, je veux dire, on pourra pas faire ça toute notre vie. Donc évidemment, il faut aussi faire du contenu sans qu'il soit mauvais. Et c'est vrai que les premiers épisodes de la première saison du Pire Stagiaire, par exemple, c'était le pâtissier. Je prends ça comme exemple. Tu vois, l'épisode il fait 17 minutes et les gens ils se disent pas merde, dommage, ça aurait été beaucoup mieux en 1h30. Si dans un piège il manque 2 séquences, bah c'est pas grave parce que les gens ils savaient pas que. Tu vois, nous dans le covoiturage, pour citer une ancienne caméra cachée qu'on a faite avec Ludovic, il y avait la moitié des séquences qu'on n'a pas faites. Mais les gens ont adoré cette caméra cachée et ils savaient pas tout ce qui avait été raté, c'est pas grave. Et en plus de ça, je pense qu'il y a besoin qu'on soit plus présent. Mais merci beaucoup les gars en tout cas pour votre avis, pour votre gentillesse et tout. Et puis j'espère qu'on pourra faire plein de projets ensemble. Il y a pas de souci, moi je vais faire les frites pâtes, je vous laisse. Donc là c'est parti, Christelle, Emma, vous pouvez vous installer. Alors on va réexpliquer aussi pourquoi les filles sont là. Emma et Christelle, ça me tenait à cœur et ça nous tenait à cœur d'avoir des personnes pour représenter les internautes. À un moment donné, ça manquait un peu d'interaction aussi avec la communauté, même si on a vos retours dans les commentaires, parfois on essaie de répondre et tout. Et donc on se disait, quelle meilleure occasion que cette vidéo bilan pour aussi avoir des avis. Sauf que on va pas inviter que des gens qui ont adoré le projet. On a décidé de faire venir une hater. Non, je plaisante. En fait, on a fait une story Instagram où je disais si vous avez aimé le projet ou que vous avez des réserves dessus, que vous n'avez pas adoré, venez nous en parler. Emma et Christelle ont répondu, mais Emma en réalité, je rigole, je nous ai envoyé un message en nous disant moi à la base j'adore quand même ce que vous faites, c'est juste que j'ai des critiques sur ce projet-là. On s'est dit viens nous en parler, c'est cool aussi. Je me suis dit est-ce que je la piège en faisant le mec vexé ou pas? Mais tu sais qu'on en a parlé tout à l'heure justement, donc... Bah j'en parlais avec Andy et je lui disais le problème c'est que si je faisais ça, elle me croirait même pas, tu vois. Donc aujourd'hui je suis pris dans mon propre piège. On va commencer déjà par Christelle. Toi tu nous suis depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans. Oui.
Tu as découvert avec quelle vidéo? Les pires stagiaires, parce que j'ai tout mangé d'un coup. T'avais démarré du coup sur la dernière saison et après t'as rattrapé. Exactement. Je peux te demander ton âge et où est-ce que tu habites? J'ai 27 ans et j'habite à Montargis en ce moment. Tu avais déjà regardé ou pas nos making-of avant? Parce que tu as vu le pire genre, mais tu as aussi vu le pire projet là, de cette série. Oui, c'est ça. Est-ce que tu regardais déjà les making-of à l'époque? Ça t'intéressait déjà le côté coulisses? Tout à fait, et dans tout en fait, que ce soit pour Greg Guillotin, mais les autres youtubeurs qui font des making-of, j'adore ce monde-là. Et du coup, je suis ravie aussi de voir l'envers du décor. Parce que tu es dans les cosmétiques, de ce que j'ai compris, tu n'es pas spécialement dans le milieu, mais ça t'intéresse quand même. C'est intéressant de savoir ça parce que nous, souvent, on se dit c'est les gens qui sont vraiment dans l'audiovisuel, qui vont regarder. Après, ça ferait beaucoup de gens dans l'audiovisuel quand même, mais c'est vrai qu'on s'imagine toujours que c'est pas ce qui va intéresser des gens de l'extérieur. Ah bah moi, ça m'intéresse plus même, et surtout dans les caméras cachées. Je suis très friande de ça. Il y a un mystère. Ouais, c'est ça, et d'essayer de comprendre comment c'est fait parce que pour être honnête avec vous, notamment JNR, c'est bien ça. Vu que c'est sûrement une des premières vidéos que j'ai vues, pour moi, je me disais, il a fait ça juste pour le buzz. Pour sa pub. Voilà, quand on se rend compte que bah non, et de toute façon, ce serait pas une très bonne pub si c'était le cas, on sait pas comment ça peut se passer. Lui, de son côté, quand on voit tout le travail derrière grâce au making-of. Ouais, c'est vrai que ça aide. JNR, pour en parler, il y en a qui pourraient estimer que c'est une pub, il y en a d'autres qui ont dit que c'était peut-être pas une bonne publicité pour lui parce que ça pouvait lui avoir mis un coup de projecteur énorme d'un coup sur lui. Sans qu'il soit prêt en plus. Et il faut qu'il puisse gérer avec ça. D'ailleurs, JNR prépare son album et ça arrive bientôt, de ce que je sais. En tout cas, voilà, il paraît que ça va être très fort. Il a préféré prendre son temps plutôt que justement surfer sur le buzz parce que lui, quand on l'a piégé, il avait à peine 20 ans et donc je pense qu'il se sentait pas prêt de sortir un projet qu'il assumerait à 100%. Il voulait plus genre que ce soit le mec piégé, tu vois, qui sorte un album. JNR, c'est vrai que même nous, à l'époque, on s'est beaucoup demandé s'il n'était pas un train. Sauf que quand on vit le piège en live sur la durée, on voit bien tout de suite un mec qui joue pas. Et en plus de ça, lui, le reportage, il s'en foutait de le faire ou de pas le faire. Tu te souviens? Quand il avait plus de nouvelles de nous pendant 6 mois, bon, c'était pas son. Et ça fait plaisir en tout cas ce que tu dis parce que ça veut dire que les making-of aussi ont une utilité pour rassurer les gens. Et donc ça, c'est plutôt cool. Et alors, du coup, ce projet, du pire projet et du pire genre, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, du coup, j'ai adoré, réellement et sincèrement. Peut-être pas tout de suite, j'ai pas accroché immédiatement, mais par la suite, déjà aussi, le montage est ultra bien fait. On a envie de savoir ce qui va se passer, pourquoi. Là, tu parles du pire projet, tu parles de Ah oui, la série en elle-même. Je veux dire qu'au début, tu t'es demandé, comme beaucoup de gens, c'est quoi ce truc? Pourquoi ils nous diffusent un making-of? Ils ont même pas diffusé de vidéo. Ouais, c'est ça. Ils reviennent avec un making-of. On comprend pas la démarche au début. Vous avez dit 15 épisodes au début. Pour le coup, moi, je me suis dit, faut pas abuser. Et puis, mais nous aussi. Nous aussi, parce qu'à la base, il devait y avoir 5-6, tu vois. Voilà. Et en fait, ils sont additionnés au fur et à mesure. C'est pas possible. Ça mais se finira finalement, jamais. en tout cas, moi, je trouve que c'est super bien tourné, que ça met l'eau à la bouche. On vous connaît pas réellement, en fait. Et grâce à ce making-of-là, on vous connaît davantage. Donc, on s'attache aux personnages. Donc, on s'attache à vous, notamment. On devient un peu comme des acteurs d'une sitcom de bureau. Donc, on s'attache à vous, on s'attache à votre projet, évidemment. Et du coup, petite anecdote hyper intéressante. Moi, je fais beaucoup de nuits d'hôtel dans mon travail. J'appelle mon conjoint et je lui dis, ouais, jeudi, donc quand l'épisode final avec Leslie et sa famille est sorti, je lui dis, jeudi, il y a un autre projet qui sort avec Greg. Donc, j'ai dit notre projet, alors que j'y étais pas du tout. En fait, c'est le fait d'avoir suivi C'est l'implication, Ouais, c'est ça, exactement. C'est très fort ce que tu dis, ça nous touche beaucoup. Et c'est vrai que sur le making-of des coulisses de Leslie, on a particulièrement ressenti ce que tu dis là. Et on a reçu beaucoup de messages touchants et on avait l'impression que les gens nous remerciaient de leur avoir fait vivre ça. Et c'est vrai qu'on l'a fait pour vous, les gens comme toi qui nous suivent assidûment. Pas toi, Emma, du coup, mais. Mais si, justement. Je plaisante, bien sûr. En fait, c'est moi, je me fais tacler depuis le début, tu vois, c'est pas. T'as l'impression d'être embarqué en temps réel. Ouais, c'est ça. D'être avec nous et de te dire est-ce que cette fois ça va marcher ou pas marcher. Ouais, et en termes de sortie de vidéo au niveau du temps, je trouve aussi que c'était. T'as un bon délai. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a des gens qui nous ont dit c'était d'autant plus agréable à regarder le dernier épisode qu'en fait on avait vu avant la préparation. Alors nous, c'est ce que toi particulièrement tu redoutais ça, c'est de leur fait de l'avoir tout montré que ça les intéresse plus de voir l'épisode. Et les abonnés avaient l'air de tenir le discours inverse. C'était de dire non, au contraire. Comme on était impliqué dedans, on a encore plus kiffé voir le résultat final. Bah, je suis d'accord. Pour le coup, c'est ce que j'ai ressenti. C'est vraiment trop cool d'avoir ton retour. Non, merci beaucoup les filles. Merci à tous. Non, du coup, Emma. Alors, le mec croise les jambes, il est stressé. En vrai de vrai, on est preneur, comme je disais, des critiques. Tant que c'est constructif, et nous, ton mail, on l'a trouvé très constructif. Donc, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu as pensé? On va distinguer le pire projet du pire genre ou on met tout dans le même panier? Je vais un peu redire des points que vous avez cités au tout début de vidéo parce que je suis vachement d'accord avec vous. Ce qui m'a un peu, déçu, c'est le fait qu'il y ait trop d'actions qui s'enchaînent
beaucoup trop, enfin qui sont trop conséquentes. Et au final, je trouve qu'on sait plus vraiment en tant que spectateur quand est-ce qu'il faut réellement rigoler ou même on a la sensation que les piégés, même eux au final, ils en finissent un peu à bout de souffle. Alors tu parles de la famille d'Eugène ou tu mets même la famille de Leslie dans... Je parle surtout de Eugène. Leslie, on l'a un peu senti, mais ça se voit que vous avez quand même un peu joué sur une certaine forme d'humanité parce que vous avez inventé un passé un peu à Guillaume, etc., l'adoption. Ouais, plus de bavardage, plus d'impro aussi dans Leslie, j'essayais de plus faire vivre. Je comprends totalement ce que tu veux dire sur l'enchaînement des actions. Je pense même avec le recul que du coup il n'était pas assez bien construit et en plus de ça, face à la famille d'Eugène, c'était pas le bon piège. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure ou pas, le côté chacun dans son coin, Eugène qui s'énerve, moi qui fais mes conneries les unes après les autres, comme si je suivais une série d'actions à caser. Oui, justement, oui, c'est totalement ça. Et je trouve qu'en fait, on avait un peu perdu du côté naturel qu'on retrouve en fait dans vos anciens épisodes du Pire Gendre. Et au final, je trouve que c'est ça qui fait vraiment la patte au final de Guillaume, c'est d'être un petit gars un peu perdu, un peu paumé dans sa vie, qui adore le rap. Au final, là, je trouve que c'était un petit peu trop too much, que ça soit dans le nombre d'actions et même dans les actions choisies. C'est-à-dire que par exemple, des actions fortes comme la chicha XXL et tout, c'est incroyable. Mais en fait, je trouve que ça, plus ça demande en mariage, plus enceinte. Bon, le poney, c'était cool dans l'autre épisode, mais... Juste, j'ai oublié de te poser une question. Est-ce que tu suivais déjà avant nos vidéos? Alors oui, et en plus, je te suis depuis super longtemps, depuis tes vidéos de Benguy avec ton dauphin. Ouais, donc tu connais super bien. Ouais. En fait, t'es plus en train de nous dire par rapport à ce que j'ai pu connaître, c'est vrai que c'était pas assez naturel, c'était trop poussé, c'était trop touchy. C'est ça. Ok. J'ai essayé de comprendre aussi pourquoi moi je suis allé dans cette... avec un Guillaume aussi, autant. Je pense qu'il y a aussi le contexte. Le pire stagiaire et le pire gendre, je pense qu'en fait, ça fait que les personnages sont déjà pas les mêmes. Le pire gendre, je suis obligé de mener le repas. Le pire stagiaire, il y a un formateur qui est censé me former et qui me demande de faire des choses. Je pense que c'est ça aussi qui m'a amené à caser autant de choses, peut-être trop sûrement. Dans le pire stagiaire, je suis censé suivre quelqu'un. Là, dans le pire gendre, je suis l'animateur d'un repas où il est censé se passer des choses pour pas que ce soit un repas normal. Ça m'a fait peut-être caser trop de feux d'artifice dans tous les sens. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ton ressenti. Toi, Christelle, est-ce que tu comprends ce que Emma veut dire? Je comprends, mais je suis pas d'accord. Justement, moi, c'est ça que j'ai aimé, le côté complètement... what the fuck, en fait, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça exactement. J'adore quand c'est complètement fou comme ça. T'aimes bien quand c'est un délire poussé jusqu'au bout? Ouais, c'est ça, exactement. Avec des personnages un peu what the fuck, qui sont pas réalistes et qui sont complètement BD. On parlait souvent, entre nous, de côté cartoon un peu, BD. Mais justement, tu as vu que ça, c'est un piège qui se déroule dans vraiment un cadre assez intimiste, puisque la famille, c'est très intime. Je trouve que, en fait, la manière dont tu as joué Guillaume, pas la manière dont, pas ton jeu, mais plus le script, vraiment, je trouve qu'on arrivait moins à s'identifier, à se dire, oh tiens, je verrais vachement ma mère là-dedans, etc. Là, je me dis que carrément ma mère est cool. Bon, elle te connaît, donc ça aurait été marrant, mais voilà, ma mère est cool et je me dis que là, ça aurait été impossible, même si elle est cool. Il y a moins un truc d'identification. J'ai compris aussi, moi, en lisant beaucoup de retours, il y avait un truc, je pensais que c'était un truc positif, c'était de se dire, on a réussi une performance, on a réussi à faire croire à des gens un truc incroyable au sens premier du terme, que les gens allaient trouver ça aussi incroyable d'avoir réussi à faire ça, mais en fait, ça a créé un peu l'effet inverse chez ceux qui n'ont pas aimé, c'est-à-dire, on n'y croit pas, donc c'est moins drôle. En fait, en télé, il y avait beaucoup cette phrase qui revenait, mais c'était en télé, surtout en télé. Très peu sur internet, mais c'est trop gros. Et moi, dans ma tête, ça me faisait un peu de la peine parce que je me disais, mais c'est trop gros, ça veut dire quoi? Parce qu'ils y ont cru, donc c'est pas trop gros puisqu'ils y ont cru, que ce soit la famille d'Eugène ou la famille de Leslie. Et en fait, c'est pas ça, c'est que c'est trop gros au sens. En fait, ce n'est pas crédible. Comme c'est pas crédible, on s'identifie moins. Mais il y a peut-être ce truc d'identification dont tu parlais. En tout cas, ouais, c'est ça. Et même sur le pire stagiaire, on se dit, il faut qu'on ait des situations peut-être un peu moins alambiquées de temps en temps. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais, on s'est même dit, je sais pas, sur la médecin par exemple, on a remarqué que les actions les plus grosses, c'était pas forcément les plus drôles. Alors que le face-à-face, des trucs simples, ça fonctionnait mieux, tu vois. Le fait de mettre des grippins sur la lampadaire, je suis pas sûr que ce soit ça qui fait marrer tout le monde, tu vois. Alors que quand c'est trop tiré par les cheveux, oui, c'est vrai que peut-être moins drôle. C'est pas les actions type Magnétogon dont on nous a le plus parlé, ou même la chicha. Alors que la chicha, on était persuadés, on se disait, je vais même pas dire le prix ici, mais c'est une œuvre d'art. Après, tu vois, je critique pas du tout la chicha parce que oui, je suis dans la team, tu vois. Du coup, je passe de l'autre côté. Mais pourtant, on a vu qu'il y a eu aucun commentaire là-dessus. Les gens s'en foutent en fait. Et alors, on s'est dit la chicha, c'est le piège de la chicha. Pas du tout. C'est vrai que même quand tu prends le gérant de gîte, par exemple, nous, on avait des actions qui étaient prévues, et finalement, le moment qu'il a fait décoller, c'est quand je mets des céréales dans la cuisine un peu partout. Soit tu nettoies, soit je t'assure, tu prends une bouffe dans ta gueule. Là maintenant, tu nettoies.
Tu nettoies! Et tu te dis, bah ouais, parfois c'est les choses les plus simples aussi qui peuvent marcher. Je comprends totalement les arguments, en tout cas je les entends, et de toute façon t'es pas la seule à le penser, donc c'est cool aussi que tu nous le dises là. Et en tout cas, moi je reste quand même, après à titre personnel, très fier du piège avec la famille de Leslie. Je comprends par contre les erreurs qu'on a faites avant. Mais surtout que là, c'est des avis quand même qui sont construits et surtout qui nous permettent d'avancer. Parce que c'est vrai que peut-être on le mesurait peut-être pas assez, le fait de pas faire toujours trop gros, vouloir se surpasser, alors que des fois les trucs les plus simples sont les plus efficaces. Ouais, ça c'est vrai. On va essayer de remettre un peu de simplicité à l'avenir. Et d'authenticité. Et des nouveaux personnages aussi. On a du mal à les caser parce qu'on a des... En fait, il y a un problème de crédibilité qui se pose aussi à un moment donné dans le pire stagiaire. On a des personnages un peu loufoques. De toute façon, c'est pas pour rien que ces trois personnages qui sont donc Samuel, Guillaume et Louis sont ceux qu'on a le plus vu parce que c'est ceux qui sont le plus casables dans des stagiaires. Bah, le côté racaille, c'est ce que t'as pas envie de voir en stage. Le côté bourgeois, hautain non plus. Et le côté débile non plus. Donc en fait, c'est les trois. Il y a d'autres traits de caractère qui seraient très drôles, mais peut-être plus enfermants parce que c'est un trait de caractère. On a en tête le pervers, l'hyperactif. C'est plus le mec qui se la raconte, voilà. Ça peut vachement drôle. Le pervers, ça peut être pas mal. Le pervers. Après, il y a un problème d'époque aussi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, déjà, peut-être pas avec une femme. Oui. Vous voyez, il y a plein de questions qui se posent. Et nous, on tergiverse comme ça toute l'année, on se dirait le plus et le moins en permanence. Et au niveau du perso de Guillaume, moi, ça m'intéresse tant que vous êtes là. Vous avez connu le Guillaume un peu stone, mais plus proche de la normalité. Maintenant, vous avez vu le Guillaume complètement fracassé de le post-Covid. Vous avez une préférence personnelle ou pas? Alors justement, non, je dirais qu'il y a du bon dans chacun et qu'au final, il faut réussir à faire un 50-50. C'est-à-dire garder le naturel, mais la folie aussi, ça fait du bien et ça fait un truc un peu moins fonce-dé, on va dire, à la caméra. Enfin, il y a plus de rythme avec l'autre, avec le nouveau Guillaume, il y a plus de rythme. Et avec l'ancien, bah c'est naturel, c'est... Donc plus de naturel et en même temps garder la folie. En fait, t'aimes bien quand même qu'on ait rajouté un peu de débilité. Ouais, franchement. Qui est plus débile le nouveau. Mais juste doser. Doser avec au niveau de la voix, de l'attitude, etc. Ouais. C'est ça, ou même dans les actions. Ok, et toi Christelle? Oui, je vais paraître pour une groupie, mais du coup j'adore le nouveau Guillaume. Il est davantage dans son monde, et notamment avec la voix, etc. Où justement je trouve que ça fait encore plus peu crédible. Et du coup, le fait que ce soit peu crédible, c'est ce que j'aime dans les caméras cachées en fait, moi. C'est ça que j'aime. Tant que ça passe quoi. Elle t'a pas énervé la voix sur la longueur? Ah non, pas du tout, pas du tout. Je l'entends encore dans ma tête, j'adore. C'est une musique. Mais c'est vrai que, alors vous allez rire, mais on a parlé de l'album tout à l'heure qu'on a commencé à enregistrer, et ça m'a déformé Guillaume en fait, dans le sens où après j'ai essayé, tu te rappelles quand je m'entraînais pour refaire, parce que je disais ouais mais Dave, après le passage télé, du coup je devenais parano, je me disais les gens détestaient et tout, et j'essayais de retrouver la voix du Guillaume d'avant, j'y arrivais plus à la faire. Ah bah mais comment je faisais? C'est pour ça que ce perso était pas non plus assez travaillé, je pense, et qu'il y a un entre-deux à trouver, c'est qu'à l'époque je le faisais comme ça, je le répétais pas spécialement, et du coup c'était plus proche de moi. Et aujourd'hui j'arrivais plus à le faire l'ancien, parce que je pense que dans le pire stagiaire je pourrais pas être aussi malade mental que ça passerait pas avec des patrons. Voilà, ça passerait pas avec des travaux. Le but c'est quand même d'aller au bout. Voilà, je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver. Mais si je peux me permettre, le MC Guillaume sur Terre, il y a un MC Guillaume, il y en a même deux, il y en a, ça existe, c'est sûr en fait. T'as tellement raison. Tu dis quelque chose qui est très juste parce qu'à chaque fois je me dis les personnages peuvent pas exister. Et je me souviens d'un jour où j'étais avec Benguy et mon dauphin et je croise dans un parc une meuf qui est avec un hippopotame en peluche et qui marche de la même manière que Benguy en regardant comme ça et on s'est croisés tous les deux et je me suis dit c'est pas possible. Et c'était pas une meuf qui faisait une caméra cachée pour le coup, c'était une nana qui était vraiment comme ça. Bah ouais. Et je me dis en fait peut-être que moi je les ai créés dans ma tête mais ils existent quelque part ces mecs là et peut-être même faites-nous un signe s'il y a MC Guillaume qui existe quelque part. Louis Vignac on n'a pas envie de te croiser. Ah si, moi j'ai envie de le croiser. Non c'est vrai, à chaque fois on se dit quand même qu'est-ce que j'aimerais passer une journée avec ces mecs. De fou. En fait moi ce que j'aime c'est je te rejoins sur le côté extrême. Moi ce que j'adore c'est sortir les gens de leur quotidien quand ils regardent les vidéos et de les faire voyager comme s'il y avait une faille spatio-temporelle tu vois et qu'on se retrouvait dans un autre monde. Et moi c'est ça que j'aime, c'est amener les piéger aussi dans une réalité qui pourrait pas exister. Merci beaucoup à toutes les deux les filles. Merci à vous en tout cas. Merci à toutes les deux, merci beaucoup et d'être venues et d'avoir fait le déplacement et surtout de continuer de nous suivre depuis tant de temps, ça nous touche beaucoup. Et bah continuez comme ça vous et lâchez rien hein. Reprenez du poil de la bête. Voilà, merci. On l'a pas perdu. On a toujours un fond de niaque quand même là. Merci beaucoup à toutes les deux. On remercie Léa, Maud, Axel, Braun, Christelle, Emma et tous ceux qui sont dans l'ombre qui nous ont aidés
aussi à faire cette vidéo. On devait juste faire la FAQ en fin de vidéo. On va la faire, mais par contre, on va changer de décor parce que là, il y a plein de gens qui doivent y aller et qu'on a encore beaucoup trop parlé d'Ave. On va faire la FAQ au bureau, on va répondre à toutes vos questions. Nous avons donc plié bagages et avons tourné la FAQ quelques semaines plus tard. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons enfin tourné le premier épisode de la saison 4 du Pire Stagiaire, qu'on espère pouvoir vous montrer tout bientôt. Et donc, quelques semaines plus tard, on se retrouve au bureau. Bon les amis, on a changé de décor parce que vous avez vu la dernière fois, on a été pris un peu de cours. Moi j'avais le spectacle de Starmania à aller voir, en plus c'est vrai, avec mes parents. Et donc du coup il a fallu que je file très vite. Et là on se retrouve dans notre... Bon, à côté de notre bureau, notre bureau est juste derrière. Et donc, on a Léa qui est avec nous, Léa, notre assistante de production, qui va nous poser les questions, puisque c'est la dernière partie de la vidéo, c'est la FAQ. Donc, vous avez été nombreux. Je crois qu'on a reçu un paquet on a reçu une centaine de questions, je crois. Une centaine de questions. Et donc, ça va porter sur cette série de vidéos. Il y en a eu 15, je crois, au total. Vous avez eu pas mal de contenu endurant pour regarder tout ça. D'ailleurs, bravo et merci, en vrai, merci du fond du cœur à ceux qui ont regardé toutes les vidéos, parce que là, quand même, ça veut dire que vous êtes des warriors. Ouais. Et ça fait vraiment plaisir. Et maintenant, on va répondre aux questions. Alors, c'est une question de Retaliator 4. Comment t'es-tu senti moralement 3 minutes avant l'arrivée des parents de Leslie? Avant l'arrivée des parents de Leslie, j'essayais de pas trop penser, justement, parce que, en fait, c'était beaucoup trop chaud. Si ça ratait aussi sur le piège de Leslie, ça aurait été une catastrophe. Donc, en fait, j'étais obligé de rester focus dans mon rôle et de pas trop penser, parce que si je pensais trop, on allait droit à la catastrophe, parce que moralement, en réalité, j'étais très abîmé, tu vois. On ressentait tous la pression. On n'avait pas le droit à l'erreur, et en fait, ça aurait été me mettre une pression trop énorme de faire que d'y penser, de dire si on rate, parce qu'en vrai, si on ratait, c'était cata, mais vraiment, on revenait les mains vides, c'était terminé, la perte était colossale. Question de Béné 8. Quelle leçon avez-vous tiré de cette expérience du pire gendre? La leçon peut-être c'est que la persévérance c'est bien, mais qu'à un moment il faut peut-être revoir ses plans, peut-être réfléchir un peu différemment. Et après d'un autre côté, je suis content aussi qu'on soit allé jusqu'au bout, mais peut-être qu'on aurait dû au début s'arrêter avant pour limiter la casse. Quand les signaux sont pas bons, peut-être qu'on doit se dire allez, luttons pas contre notre destin. Alors, une question un peu plus légère de Léa 19. Est-ce que les pâtes frites c'est vraiment dégueu? En soi on tient quelque chose. Alors déjà c'est pas les pâtes frites, c'est les frites pâtes. Ouais. C'est déposé parce que les frites sont à mettre avant les pâtes, ça c'est comme le lait avec le céréales, attention on fait pas à l'inverse. Écoutez, j'ai trouvé ça bon. Et vraiment, je suis pas, gustativement parlant, je me suis pas ennuyé. En plus, sur le premier épisode avec Eugène, moi je continuais de manger, c'est-à-dire que j'étais dans une sorte de plaisir continu. Le poney aussi d'ailleurs a bien aimé. Franchement, j'ai pas trouvé ça mauvais. Et de toute façon, à la base, quand j'étais plus jeune, je mangeais beaucoup de pâtes avec du ketchup, donc j'aimais déjà bien ça. Ça m'a rappelé un peu les goûts de l'enfance. Et puis manger avec des frites, non, je trouve que c'est une belle bouillie, quoi. Tu vois, c'est vraiment un truc. Faut pas être très exigeant. C'est un truc de cantine et encore, tu vois. Et cantine pas très équilibrée aussi. C'est même la prison du pauvre qui te servirait des frites pâtes. Ouais, pas très équilibré. Et franchement, je me suis pas dit c'est dégueulasse. Même je crois que Ted a bien aimé aussi. Et puis, tu sais, quand ça fait des heures qu'on tourne et qu'on n'a rien bouffé, qu'on a rien dans le ventre, finalement, on trouve ça pas mal. Mais en parlant du poney, pourquoi il était pas là dans le dernier Pire Gendre? Une question de Valentin. Mais écoute, ça c'est la question qui fâche, qui rappelle des souvenirs assez douloureux. On est arrivé le jour du tournage, enfin moi je savais pas avant qu'il allait pas être là, notre ami le poney. Surtout les gens se posaient la question, est-ce qu'on l'a ramené pour le piège? Et en fait non. Ouais, alors ça c'est extraordinaire parce que je me dis quand même, qu'est-ce qu'on serait bon de ramener un poney juste pour un piège. Et c'est-à-dire que en plus c'est un poney d'arrière-plan. Mais non, mais c'est vrai que les gens pensaient que c'est une action qu'on n'a pas pu faire avec Eugène. Ils pensaient que c'est une action en fait qui est tombée à l'eau, alors que pas du tout. Il n'y avait pas d'action prévue avec le poney. Non, il n'y avait pas d'action prévue avec le poney. Et en fait, on trouvait ça extraordinaire qu'il soit là, juste dans le sans décor, qu'on sache pourquoi, et qu'on se dise peut-être que c'est Guillaume qui l'a volé quelque part le poney. Et en fait, le jour du tournage avec Leslie, effectivement, il n'y avait plus le poney. Parce qu'il faut savoir que les propriétaires de la maison ont vendu une partie du terrain. Et comme c'est des gens qui pensent au bien-être animal, et ben ils se sont dit que leur poney n'aurait plus assez de place pour gambader. C'était un arrache-cœur pour eux, mais en fait ils ont été obligés de donner le poney à des amis. Mais excellent en tout cas cette histoire du poney, et ça m'a fait rire que les gens se disent qu'on avait vraiment pris un poney pour jouer dans le piège. Mais en plus c'est un poney célèbre parce que les propriétaires nous racontaient qu'il a tourné dans des clips de rappeurs. Incroyable. Alors une question de Gaël Deck, allez-vous faire plus de vidéos avec Ted Etienne? Il joue super bien. De fou. Alors déjà c'est vrai qu'il joue super bien et on aimerait évidemment faire des vidéos avec Ted et c'est prévu. Et lui en plus nous a parlé de son envie de renouveler l'expérience. Donc c'est une expérience qui lui a plu et moi je suis trop content quand on fait jouer des gens qui n'ont jamais joué dans des caméras cachées, des vrais comédiens. Et Ted, ouais, je trouve que la complémentarité avec Guillaume elle était vraiment très cool et j'aimerais bien même qu'il joue dans autre chose que les vidéos de MC Guillaume. Mais en tout cas, s'il y a un pire stagiaire avec Guillaume, je veux que Ted vienne me rendre visite en stage. De fou. Mais gros bisous à Ted et c'est un super gars en plus, au-delà d'être un bon comédien. On a une question d'Axel
Michael Correa. Vous avez pas peur que les piégés reconnaissent les guests type Jimo ou Joyka? En fait, bien sûr, on s'en assure à l'avance. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on demande à la complice, est-ce que tu penses que tes parents, ou pour le cas d'essai, tes grands-parents et ta mère sont susceptibles de l'avoir déjà vu quelque part? Par exemple, pour Jimo, ils s'intéressent pas trop à la scène stand-up et ils ont pas Canal+, donc quand même, il y avait très peu de chance. Et les grands-parents, enfin voilà, le rap et tout, c'était vraiment, il y a aucune chance et tout. Donc on s'en assure. Après, on va pas jusqu'à montrer la photo. Il y a eu une fois où on a eu un doute. Oui. C'était sur la mère de Leslie. Ouais. Parce qu'elle était tatouée et qu'elle a été fan de tatouage. Ouais. Et on s'est dit, quelqu'un qui est fan de tatouage, Seth Gecko est quand même un ambassadeur du tatouage. D'ailleurs, il va dans beaucoup d'événements autour du tatouage et tout. Là, on s'est dit, et puis elle nous a dit, mais jamais de la vie. Plutôt qu'elle nous l'a affirmé haut et fort. Il y avait une petite part de doute, on sait jamais, c'est vrai que ça aurait été chiant. Après, on se serait dit, bah ouais, c'est Seth, c'est un pote à Guillaume. Mais d'ailleurs, c'était même Pascal, le père de Mélissa, qui avait reconnu Abdé. Je sais pas si on l'avait montré ça. Ouf, hein. Mais en fait, c'est pas qu'il l'avait reconnu, il l'a pas remis. Il a dit, mais je t'ai déjà vu quelque part et tout. Et donc, déjà, même Abdé, ça peut être un risque aussi. Abdé peut devenir un risque dans le sens où il est reconnaissable. Ouais. Et quand tu l'as vu une fois, tu l'oublies pas. Et Abdé a fait des émissions de télé, il a fait chez Ardisson. On l'a vu dans quelques séries aussi, notamment. C'est vrai que jusque-là, Abdé, ça allait, mais il peut y avoir un moment, effectivement, où ça peut devenir dangereux. Et puis, concernant Joyka, en fait, c'est une question de génération. C'est-à-dire que Joyka, il est 100% YouTube, alors que ce soit les parents, la famille de Leslie, que ce soit les parents de Tiffen, encore moins, je pense, ils étaient pas du tout YouTube. À partir de là, en fait, le cas Joyka, il est assez... Sinon, ouais, on s'assure qu'on pose des questions, mais on fait pas le test photo. À un moment donné, comment tu justifies non, je peux pas. de montrer tout ça, quoi. Donc, voilà. Alors, on a une question de Elena Arcy. Qu'est-ce qui vous a donné la force de continuer et de ne pas abandonner? Franchement, la passion. La passion. Ouais, vraiment, direct. De toute façon, il nous restait plus que ça à la fin. On était à poil. Ce serait mentir de dire que c'est l'argent. En fait, après, vous avez sûrement vu, il y a eu pas mal de partenariats sur cette série, mais c'était plus pour se récupérer un peu de ce qui avait été perdu. Mais sinon, à la base, il n'y a aucun calcul financier dans tout ça. Il n'y en a pas, en fait. C'était la volonté de faire aboutir le projet, en fait. C'est ça. Ouais. En fait, David et moi, on se complète assez mal là-dessus parce qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Je pense qu'on est des passionnés. Et quand il y a un texte qu'on aime tous les deux, qu'on sent qu'en plus les gens aiment le texte, on avait ce truc de dire il faut le convertir en piège. Et je crois que ça s'est pas sorti de notre tête, quoi. Et puis plus le temps passait, plus on avait du mal à faire marche arrière. C'est un cercle vicieux. Tu dis j'ai passé 6 mois, je vais pas arrêter. J'ai passé 1 an, je vais pas arrêter. J'ai passé 1 an et demi. Une question de Lancelot. Auriez-vous réessayé une nouvelle fois si le piège final avait échoué? Ah ben non. Clairement pas. En fait, on pouvait plus. C'est-à-dire que là, on a utilisé 100% du budget sur la gorge. Ouais, un piège comme ça coûte très cher en plus. C'est la 3e et dernière chance. Et en plus de ça, c'est que si on ratait, on devait tout rembourser. Ou alors produire un pire stagiaire, par exemple, avec 0. Ou alors nos économies. Clairement, c'était la 3e et dernière chance. Alors, question de Julien. Avez-vous fait un travail de remise en question de votre méthode? Exemple, brief de complice. Alors, on a fait un gros travail de remise en question de manière générale. À force de rater, on l'a vu dans le making-of, on s'est énormément remis en question. Et sur le brief des complices, j'ai changé déjà le scénario, en fait. Donc, à partir de là, le brief des complices, il a changé aussi. Sur la façon de tester les complices, ça a beaucoup évolué. Au départ, on demandait à peine juste une vidéo des parents. Après, c'était montre-leur la photo et filme. Faire des tests pour voir leur réaction, tout ça. En fait, on leur demandait de plus en plus de choses. En fait, vu qu'on échouait, on devait maintenant être sûr et certain sur les tentatives d'après que les parents allaient avoir des bonnes réactions et qu'ils n'allaient pas partir en courant comme Eugène. Et on a fait sortir des comédiens, on en a fait entrer d'autres. Tout a été beaucoup de remises en question, en tout cas pour répondre à la question, mais sur un tas de choses. Vous imaginez pas, on se remettait en question tous les jours. Une question de KK911. En KK900, 911, pardon. Combien de personnes en totalité sont embauchées pour l'aboutissement d'un épisode? En vrai, c'est une vingtaine. Ouais, entre les équipes techniques, la prod, les comédiens, une vingtaine. Alors, c'est une question de Yoshi. Par rapport à la volonté de la famille belge de venir en voiture, n'avez-vous pas pensé à l'idée de faire appel à un complice mécano pour enlever batterie moteur? Ça aurait été dingue. Il y a des gens, ils sont quand même sadiques. Après, on va nous reprocher d'être trop dur avec certains piégés. Il y a des gens, ils sont pires que nous. On y a réfléchi, mais on se disait justement que c'était trop cruel. Et en fait, on s'est dit à partir du moment où il y a un truc machiavélique derrière, ça part mal. Et en fait, moi, ce que je me dis toujours, c'est que si le piégé déjà vient à reculons sur le piège, ça va être gênant, ça va être triste, ça va être cruel, et donc vaut mieux arrêter avant, et c'est ce qu'on a fait. Soit il prenait le train, soit on le faisait pas. Mais surtout enlever les... Enfin, vous imaginez, ça veut dire que là, ça devient du kidnapping. C'est trop. Même avec Eugène, on l'a jamais kidnappé. C'est lui qui a pas vu que le portail était ouvert. On n'enferme pas les gens dans une maison. C'est trop cruel. Il faut leur laisser la possibilité de s'en aller. S'ils aiment pas la situation, ils s'en vont, mais leur prendre la voiture. Non, mais je rigole parce que ça serait... En fait, ça deviendrait une parodie de nous-mêmes là. Trop machiavélique. Ouais, c'est trop machiavélique. Non, c'est impossible. Une question de Inès Len. Est-ce que si Dave pense que c'est nul à chier, il te le dira honnêtement?
Bah franchement, oui. Enfin, tu vois, s'il me dit un truc... En fait, c'est même pas que je le dis honnêtement, c'est que je rigole pas, et il voit, tu vois. En soi, moi, je me force jamais à rire. Non, surtout pas Dave. Dave, c'est le mec le plus transparent. C'est vraiment s'il se fait chier, en fait, il fera jamais de faux sourires. Non mais vraiment, bon après c'est une qualité aussi. Et en vrai, c'est la même chose avec mes vannes. Hein. S'il aime pas, ouais, je le dis. Mais moi, de toute façon, en vrai, quand j'ai une idée de vanne ou de connerie, je lui dis. Et puis après, en fait, même en le disant, parfois, je vois que c'est pas drôle. Et du coup, même moi, je fais ouais, t'as raison. Non, ça c'est pas bien. Le mec qui rentre chez lui. En même temps, je suis un peu là pour ça aussi, parce que si, au bout d'un moment, tu dis que tout est drôle ou quoi, y a pas de remise en question. Enfin, et après, j'ai pas la science infuse. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un truc que je trouve pas drôle, je te le dis. Soit on l'intègre, soit on l'intègre pas. Et des fois, je me trompe. C'est pas. Non, mais après, déjà, c'est bien quand on est deux à rire et pas qu'un. Donc c'est toujours important. Mais je pense dans un travail d'auteur, moi, je trouve que c'est compliqué d'écrire seul. Parfois, j'écris seul dans mon coin en ce moment. Et puis j'appelle souvent quand même Dave en lui disant qu'est-ce que t'en penses de ça. Ça, c'est important. Parce et à l'inverse, quand je te propose des vannes, si tu rigoles, ça me donne envie de continuer à dérouler le fil. Et quand je vois que tu rigoles pas, je dis bah ok, c'est pas drôle et on passe à la suite. Tu vois, soit je rigole pas ou que de par mon expérience en caméra cachée, je me dis ça marchera pas. Je vois pas comment ça pourra être efficace le jour du piège. C'est une question de Thibaut. Pourquoi un si long moment entre la diff YouTube et la diff C8? Le montage. En fait, il y avait, comme on le disait au début, il y avait 1500 heures de rush. Et même si on a commencé avant, il y a eu des longues semaines après de montage parce qu'une fois qu'on a livré l'épisode pour C8, la diffusion C8, on est vraiment rentré dans le dur du montage des 15 épisodes de Making of. Oui, mais alors, tout ce temps-là. À la base de la base, on devait faire comme d'habitude, diffuser l'épisode sur C8, ensuite le diffuser genre un mois après sur YouTube et ensuite diffuser les Making of. Et c'est qu'en cours de route où on a eu cette idée de se dire ah mais si on en faisait une série en pseudo temps réel où on diffuse d'abord les making of avant et à partir de là tout a été mis en stand-by, c'est-à-dire pour la diffusion de l'épisode et nous on avait déjà montré aux gens qu'on avait diffusé sur C8 donc en fait on était un peu même presque gênés de cette situation à dire putain combien de temps on les fait attendre les gens de YouTube alors que c'est notre public de base mais ça à aucun moment on l'oublie, c'est juste qu'on voulait offrir en exclusivité au public YouTube tous ces making-of. Et pour qu'ils comprennent aussi, en fait, on trouvait ça vraiment assez fort de les diffuser dans l'ordre chronologique dans lequel nous on l'a vécu. Parce qu'on aurait pu diffuser Leslie et ensuite montrer tout le making-of, mais on disait les gens vont comprendre Leslie une fois qu'ils auront vu tout ce qui s'est passé avant. C'est vrai. Une question d'Ogu DR. Pourquoi n'avez-vous pas programmé 3-4 tournages d'affilée pour réduire le risque d'échec? C'est ce qu'on avait fait sur le premier Pierre Jean qui s'appelait The Boyfriend, mais c'était des scénarios beaucoup plus courts. Oui. On loue la maison. Ouais, sur 4 jours par exemple, c'est ce qu'on avait fait. Par exemple, on tourne mardi, mercredi, jeudi. Ça, on l'avait déjà fait et on pouvait l'envisager. Sauf que, en fait, là, le problème, c'est que nous, quand on l'a tourné, c'était déjà tellement un gros scénario que le but c'était pas d'en tourner 3 parce que déjà il y a des problèmes matériels, faire les cartes, recharger les batteries, des trucs comme ça, remettre en place toute la maison, les comédiens, faire le ménage, faire les trucs et en plus de ça, il y a la question financière. À la base, c'était pas du tout prévu pour être retourné 3 fois parce que là on a dépensé 100% du budget. En fait maintenant ça nous coûte tellement cher qu'on est obligé de viser un seul tournage et un one shot. Et il y a un autre truc, c'est surtout que le scénario est adapté à la famille en question. J'allais pas écrire 3 scénarios et les apprendre tous les 3 par cœur pour les faire les 3 à la suite. C'était impossible. En fait, il y a des grandes différences de scénario si vous regardez entre chaque famille. Et en fait, je pouvais pas me dire je vais apprendre les 3 et les tourner les 3. Non, c'était impossible. Moi, dans mon apprentissage en plus de comédien, je suis obligé de rester focus sur la famille qu'on va piéger et qu'on répète aussi avec tous les complices sur la famille qu'on va piéger. C'est un trop gros bordel. La Corée aurait été impossible à faire 3 jours de suite sur 3 familles différentes avec 3 versions. On est ultra dépendant des dispos des parents et ça aurait été un enfer de caler, se dire alors la famille 1 ils sont ok pour le mardi, la famille 2 ok pour le mercredi, enfin ça aurait été... Non, trop compliqué. Une question de Samir Cham. Comment vos familles ont vécu vos échecs? Cela devait être aussi dur pour eux. Ouais, bah clairement. Que ce soit ma copine, que ce soit mes parents, clairement, en fait, ils vivent les trucs avec nous. Hein. C'est comme ça, quand c'est la famille. On rentre le soir, on n'a pas le moral, on est tendu, on se demande si on va y arriver. On voyait les mois qui passaient en se disant mais nous, on sort rien. Ils étaient tristes pour nous, clairement, ouais, clairement. Donc, ils nous encouragent. En fait, nos copines respectives, elles nous disaient d'arrêter. En fait, la réaction, c'était vraiment, allez les gars, passez à autre chose. Et puis tourner la page et nous on disait non on veut surtout c'était pas les fans numéro 1 de MC Guillaume déjà à la base. D'ailleurs est-ce que c'est une question de Mathias Fernandez, est-ce que vous ne pensez pas que le problème numéro 1 était justement le perso de Guillaume? Alors on a beaucoup tergiversé sur Guillaume, on s'est fait bien défoncer lors du passage télé par rapport au personnage qui était soi-disant pas crédible et tout, mais comme on l'a déjà dit pas mal de fois, le public télé est un public beaucoup plus âgé, donc peut-être qu'il y avait aussi un peu une dissonance à ce niveau-là. En tout cas on s'est beaucoup questionné sur le perso et même
moi, je venais, je disais, ah, putain, c'est vrai que j'ai pas la voix. Quand je regardais les images qu'on a tournées, je me dis, pourquoi j'ai pris cette voix-là? C'est pas la voix d'avant et tout. Puis toi, tu disais, non, mais en fait, c'est bien aussi, ça apporte un truc en plus. On s'est tellement remis en question, enfin, sur ce personnage-là. Et puis, quand ça a été diffusé sur l'épisode de Leslie, on a vu que les gens ont bien aimé, finalement, le personnage de Guillaume comme ça. Alors, on s'est dit, je sais pas, on n'a pas la vérité. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant que vous répondiez au sondage sur Guillaume qu'on va mettre en description. Mais de toute façon, on va le radoucir. Mais peut-être que Guillaume, effectivement, n'a pas aidé à aller au bout des pièges ou en tout cas à faire que tout le monde adhère à ce piège. C'est une question d'Omara FK. As-tu déjà pensé à tout arrêter? En fait, surtout, alors, sur le pire genre, non. Après la diff télé, si. Rappelle-toi, tu voulais faire une vidéo. Je me rappelle, tu disais. Je voulais faire une vidéo carrément, j'ai décidé d'arrêter? Non, bah pas vraiment, mais tu disais. J'ai trop de coups là, après 2 ans, c'est le coup de massue final de se dire on s'est fait autant défoncer sur ce piège. Mais arrêtez, je t'ai dit un jour j'arrête. Tu disais. Non, tu disais pas j'arrête, tu disais j'ai envie. Ah, en fait, oui, c'est vrai, je me souviens, en fait, j'avais tellement le moral dans les chaussettes que je me suis dit. À quoi bon, quoi? À quoi bon? Ouais, l'envie était partie, voilà. Et on a tourné récemment un épisode du Pire Stagiaire, et là, il y a quelques jours, l'envie est revenue avec le plaisir de tourner quelque chose qui marche, et le plaisir de, quand je tourne, de me marrer aussi intérieurement, ce qui avait disparu pendant, je vous le cache pas, pendant le Pire Genre, clairement, ça a disparu. Et quand on a eu les retours de la télé, c'est vrai que là, je m'étais dit à quoi bon sacrifier sa vie, faire tout ça, franchement, pour se faire défoncer à la fin. Par contre, avant le dernier Pire Stagiaire qu'on a tourné, je m'en souviens, je vous en ai parlé, et je disais là, honnêtement, je préfère ne pas y penser, mais si jamais celui-là échoue, je pense que je vais arrêter. Vraiment, je le pensais sincèrement. C'est une question de Camille. Combien de temps ça prend pour monter un épisode du Pire Gendre? Le Pire Gendre, waouh. Ça dépend à partir de quand on part, mais... Ouais, je dirais un mois. Ouais, c'est ça. 1 mois et demi avec le dérush et tout. C'est ça, c'est ça. La synchro, tout ça. Une question de Claire55. Comment tu as fait pour créer les personnages que tu joues maintenant? MC Guillaume, il est parti de... il est parti de... Il est parti d'une connaissance. C'était en flatteur. Non mais, j'en dirais pas plus. Il est parti d'une connaissance, mais quelqu'un que j'aime beaucoup, énormément même. Et non mais c'est vrai, et que j'ai beaucoup côtoyé, et qui est quelqu'un qui m'a toujours fait mourir de rire. Voilà. Donc comme quoi, on s'inspire aussi de son entourage. T'as des bonnes fréquentations en tout cas. Benguy, non. Je sais plus, Benguy, de quoi il est né. Il est né de mon inspiration du quotidien à l'époque. Louis Vignac est né d'un épisode que je devais faire pour Orange, la marque de téléphonie. On s'est dit avec l'un des directeurs artistiques de cette campagne-là, je devais aller sur un bateau, un beau bateau, pour piéger Julie, pour ceux qui s'en souviennent. Et là, on s'est dit qui on peut mettre en face qui créera un contraste. Et on s'est dit, bateau, ça évoque la richesse et tout. Et il m'a dit, pourquoi tu jouerais pas un fils à papa? Et moi-même, je savais pas si j'étais capable de jouer ça, parce que c'est un domaine qui est loin de ce que je fais d'habitude, le côté naïf et tout. Et puis au final, ça s'est bien passé. Et le bateau, d'ailleurs, c'était vraiment les prémices de Louis Vignac. Et après, on l'a vachement développé, ce personnage. Maintenant, je trouve qu'il est vachement plus complet. Et puis Samuel, c'est un peu ma naïveté. Un Benguy adouci, ouais, c'est un Benguy adouci. Et puis c'est un peu ce que je suis à la base, dans ma maladresse, mais en 100 fois pire. Et puis j'aime bien les cons, en fait. Et j'adore jouer les cons. Une question de FR Enzo Insta. Greg, ton secret pour devenir un bon comédien? Déjà, prendre des cours. Prendre des cours. Non mais vraiment, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui, à l'ère des réseaux sociaux, veulent être comédiens, mais sans savoir trop s'ils savent jouer ou sans avoir fait d'études pour ça. Moi, je trouve que le plus important, c'est déjà de mettre le pied à l'étrier, de faire une école de théâtre, de prendre des cours de théâtre et voir déjà si vous vous plaisez là-dedans. Parce que le jeu, c'est quelque chose de particulier. C'est un milieu quand même très précaire, donc il y a la passion qui parle aussi. Il faut être passionné, il faut vraiment avoir envie de défendre quelque chose, d'incarner des choses, et ça, je le ressens aussi au fond de toi. En fait, ça peut faire rêver. Dire comédien sur le papier, ça fait rêver, ça donne envie à beaucoup de jeunes. Et puis en fait, il y a ce qu'on imagine au travers d'un écran, et puis il y a la réalité des choses. Et c'est un métier aussi où il faut être prêt à encaisser des coups, il faut être prêt à se remettre en question tout le temps. En tout cas, le conseil que je pourrais donner, c'est de vraiment s'investir à fond dans le théâtre, voir déjà si on est fait pour ça, parce que vous verrez très vite si vous êtes bon ou pas. Et puis en plus, vous verrez si c'est ce que vous imaginez pour votre vie. Vraiment, je trouve que c'est un métier particulier, donc il faut vraiment le vivre pour se dire est-ce que j'ai envie de faire ça de ma vie ou pas. Voilà. Une question de Pomme Banane 21. Comment tu peux garder ce sérieux et ton rôle aussi bien sans hurler de rire? Alors, c'est marrant parce que dans le dernier piège qui n'a pas encore été diffusé, je crois que je l'ai beaucoup ri, ouais. non, mais je dirais que je rigole en fait assez régulièrement. Souvent, on me dit ouais, ça me scotche, comment tu fais pour pas rire? Je rappelle qu'on fait des pièges qui durent 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, le dernier d'ailleurs. Voilà, ça y est, on l'a, le piège de 10 heures. Et puis en fait, vous voyez pas tout, hein. Donc ce que vous voyez à l'image, nous on essaie toujours de préserver l'histoire et de montrer que je sors pas de mon rôle. Donc les moments où en off, je vais me marrer, ça soit on le garde pour le making of, soit pour les on revient sur.
Mais sinon, on le montre pas spécialement dans l'épisode, mais ça m'arrive souvent de rigoler quand le piège a le dos tourné. Sauf que dans le dernier piège, ouais, je crois que j'ai rigolé 2-3 fois sous son nez. Mais comme tu joues un débile, ça passe aussi. C'est pas comme si tu jouais Louis, là c'est compliqué, tu peux pas rire avec Louis, mais Samuel il peut rire de tout et n'importe quoi, donc en fait toi tu dis toujours tant que ça met pas en péril le piège, j'ai de la marge. Vous verrez, il y a un très très long fou rire d'ailleurs dans le dernier qu'on va diffuser bientôt. Et puis non, mais de manière générale, après c'est vrai, faut reconnaître que je suis très pince sans rire, puis c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, ça a cultivé l'ambiguïté, et puis tout simplement je dirais que je rentre dans mon personnage. Je pense qu'à partir du moment où je rentre dans mon perso et qu'on a une pression qui est énorme sur les épaules parce qu'on a préparé un piège pendant des mois, on n'a pas en fait envie de rigoler tant que ça. On a envie que ça réussisse et qu'on aille au bout et que le piégé il y croit à fond. Et tous les complices comédiens qui sont autour de moi, à chaque fois ils le disent, c'est vrai, on n'a pas envie de rire parce qu'il y a trop d'enjeux en fait et qu'on a envie que ça marche. C'est une question de Roman Guillen. C'est quoi ta méthode pour apprendre aussi vite un texte de 70 pages? J'apprends bloc par bloc, je me fais des notes aussi et après j'apprends mes notes, c'est des mots-clés. Donc j'apprends 20 pages. Et puis le lendemain, j'en apprends 20 plus 10, tout en réessayant de refaire les 20. Et puis le lendemain, j'ai les 30 plus 10 en essayant de refaire les 30. Et je me réponds à moi-même en faisant le piégé. Donc c'est-à-dire que j'imagine ces réponses. Et du coup, moi, j'essaye de me répondre à moi-même. Et en fait, j'apprends ligne par ligne comme ça, et jusqu'à ce que ce soit parfait. Et je veux pas lâcher le texte tant que, en tout cas, de la première ligne à la dernière ligne, j'ai pas réussi à me faire une répète entière où j'ai fait un sans faute. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut au moins 2 semaines, je dirais, entre le moment où je commence à apprendre et le tournage, c'est le minimum. Alors c'est une question de Max Spot. Quel est le piège que tu as préféré faire de toutes tes caméras cachées confondues? De toutes je sais pas. Otavio, à chaque fois je le donne en exemple, le pire stagiaire agent immobilier, qui bizarrement est pas celui, je crois, qui a le plus été viral. Vraiment, je crois que j'ai pris un grand plaisir dans ce piège-là. Avec John le pâtissier, j'ai aussi pris beaucoup de plaisir. À la montagne, le gîte, j'ai pris, je sais pas si, en fait, j'ai eu très peur, mais j'ai pris du plaisir. Sébastien, mais en vrai, ils sont tous géniaux, Damien et tout, mais en termes de plaisir ressenti, j'ai une affection toute particulière pour Otavio, pour le piège avec Otavio. Mais moi aussi. Parce qu'en fait, Otavio, c'est la première fois qu'on a fait un multi-décor avec 3 lieux différents. Et qu'il y avait autant de complices autour et qu'on a compris le champ qui s'ouvrait à nous dans le pire stagiaire, en fait les perspectives d'évolution. Parce qu'avant c'était quand même assez monolieu et toi avec le piégé et limite peut-être par exemple avec le John le pâtissier, le père à la fin ou des choses comme ça. Mais là on s'est dit ok mais en fait on peut mettre que des complices autour et tout le monde est complice au service du piège. On peut tout maîtriser de A à Z avec la complicité de gens. Et Otavio surtout il était incroyable, moi je pense que ça dépend aussi du piégé en face. Et lui il me faisait rire tout simplement et j'ai bien aimé celui qu'on a fait là le dernier aussi en termes de plaisir. Et puis sinon Benguy à l'hippopotamus aussi pour les anciens épisodes où vraiment je trouvais ça incroyable. J'avais emmené mon dauphin au restaurant pour son anniversaire, mon dauphin en peluche, et là j'avais pris un plaisir fou à tourner ce truc-là. J'ai une question de Hackart qui peut un peu se rapprocher de l'autre question. C'est l'expérience la plus incroyable que vous avez vécue sur un prank. Le mot incroyable, en fait, il veut tellement dire de choses. En vrai, il y en a tellement, mais si on me dit le mot incroyable, je pense directement à Eugène et à Olivier. Ouais, je suis comme Dave, je dirais Eugène, en termes d'incroyable. Que la police soit complice, on n'aurait même pas pu l'écrire en fait, ça, tu vois. C'est une question de Pierre Delevoye. Est-il déjà arrivé que des piégés ne veuillent pas être diffusés en télé ou sur YouTube? Quand on faisait les pièges dans la rue, souvent. Pas souvent non plus, mais ça arrivait quand même régulièrement. De temps en temps. Il arrivait que parfois on piège des gens dans la rue qui n'avaient pas forcément envie de se marrer et puis qui nous disaient non, tout simplement. On est tombé sur des couples illégitimes aussi à l'époque. Des gens qui disaient ah, c'est une caméra cachée, bah du coup si c'est possible de pas diffuser parce qu'on n'est pas censé être ensemble. Et aujourd'hui on a changé de concept puisqu'on est passé sur des mono-piégés, donc on se renseigne énormément avant sur qui on va piéger. Déjà il faut que ce soit des gens de bonne composition, de bonne nature, et puis on a l'entourage dans la complicité. Et donc en général quand on arrive au bout d'un piège de 8 heures, déjà ils aiment ce qu'ils ont vécu. Honnêtement, tous les piégés, c'est pas pour faire de la langue de bois, ils ont tous aimé dans le pire stagiaire ou le pire jaune ce qu'ils ont vécu. Vraiment, à chaque fois, c'est du rire. Et alors, le garagiste, on aurait pu croire qu'il aurait pas, par exemple, voulu signer, parce qu'à un moment, on le voit dans la fin, il veut pas signer, il veut pas entendre parler de nous. Et puis, il adore maintenant ce qu'il a vécu. Donc, en fait, je pense que le fait qu'on leur fasse vivre une aventure pareille, leur en apprend beaucoup sur eux. Ça fait rire l'entourage, ça fait rire la famille. Et puis, il y a aussi les complices qui aident à ce qu'ils signent. C'est ça, en fait, ils se disent, si c'est ma fille ou mon frère ou ma soeur ou je sais pas quoi qui m'a inscrit là-dedans, c'est pas malveillant déjà, donc ils peuvent signer plus facilement. Et en plus de ça, maintenant on a la chance quand même d'avoir au moins 20 exemples sur YouTube et donc ils voient ce que ça va donner et ils voient qu'il n'y a pas de manque de respect, ils voient que les gens ils sont toujours félicités dans les pièges et tout. Et puis ils sont tellement soulagés que ce soit pas vrai tout ça et qu'on n'ait pas abîmé la clientèle, pas abîmé leur image et tout, ils sont trop contents en fait à la fin. C'est une question de Kuromi. À partir de quand dans le périple avez-vous eu l'idée de faire cette série du pire projet? Mais assez rapidement, parce que ce dont je me rappelle c'est qu'au départ on se disait ouais c'est bien on va
refaire 5-6 épisodes, ensuite 7, 8, 9. Bah 10. chaque échec on se dit bah on Au continue. fur et à mesure des échecs, on se dit ok, donc ça rajoute un épisode dans la série. Dans l'idée, quand on a vu la matière qu'on avait et en face le peu de pièges qui réussissaient, bah, on s'est dit bon bah du coup inversons la tendance et bah mettons du making of, faisons-en un documentaire, l'histoire d'un fiasco, c'était logique qu'on le fasse quoi. C'est une question de Nico Pop. Vous passiez combien de temps la journée au bureau? Mais nous en fait nos Elle heures... rigole parce que... Quelle heure il est déjà là, regarde. Là il est quelle heure d'ailleurs? 21h29, ouais. Moi je suis là depuis 10h. Ouais, pourquoi on sera célibataires bientôt tous les deux. Mais sinon de manière générale on compte même plus nos heures. C'est 10 heures par jour qu'en gros. Ouais c'est ça. Ouais. Il a bien résumé, ouais, 10 heures par jour, voilà, c'est tout. En moyenne. En moyenne. Les veilles de tournage, ça va beaucoup, ouais, c'est beaucoup plus. Une question de Steve Belesco. Après Louis et MC Guillaume, est-ce qu'il y aura un épisode avec Samuel? Non. Dans le pire genre non. Première raison. Pire genre. Non, mais déjà, première raison. Sauf si vous voulez qu'on ait 50 ans à la prochaine vidéo. Mais il est moins crédible, Samuel aussi. Non, voilà. Bah, t'as compris. En fait, Samuel, dans le pire genre, désolé, mais une fille qui se mettrait en couple avec Samuel, c'est gros quand même. Au moins de le présenter à ses parents. Ça commence à être bizarre. Alors Samuel dans le stagiaire, pourquoi pas sur une erreur de casting. Dans le pire genre quand même, hein. Il y a un truc déjà qui serait un peu malsain. Alors autant tu peux tomber amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui se la raconte et tout, bon ça arrive. Hein. Tu peux tomber amoureux ou amoureuse d'un cassos qui se la pète, machin en mode Kaira et tout. Samuel il est plus innocent aussi, on l'imagine pas en couple vraiment. Non, on préfère garder ce truc dans le pire stagiaire, vraiment. Je trouve qu'il est trop bien dans le pire stagiaire. Ouais. C'est un stagiaire parfait. Une question de Mona Ford. À quand un film? À quand un film? En vrai, ça fait longtemps qu'on y pense. On avait un projet de film qu'on a évincé. On va pas rentrer dans les détails, mais en fait, il nous semblait trop compliqué. C'est un peu le pire genre qui nous a fait nous prendre conscience que c'était peut-être pas la bonne piste. Ouais, parce qu'en fait, c'était le pire genre, mais x15 en termes de risque. Ouais. Donc parce qu'on mettait tout sur une seule personne, et puis c'était en caméra cachée, hein, pour tout dire. Et puis du coup, là, on s'est dit non. On a quand même 60 pages, hein. Ouais, on a écrit en plus une partie du film, mais c'est pas dit qu'on le fasse pas un jour. Ça se trouve, on le fera et j'aimerais bien. Mais là, aujourd'hui, je pense que ce serait trop risqué de se retrouver à rater ça. Non. Et en fait, vu qu'il y avait une part de risque énorme, après avoir encaissé tous ces coups-là sur ces 2 ans, se dire vas-y, on retente pire, imagine on échoue, alors imagine ça marche, tu vois, il y a toujours ce truc-là, imagine ça marche, on sera aux anges, mais sinon imagine on échoue, on veut pas prendre ce risque de se retrouver à être ramassé à la petite cuillère encore, et puis à ne plus vouloir aller de l'avant, donc en fait ce projet est un peu de côté, par contre on a d'autres projets de long métrage, avec des personnages du coup qui sont ceux qu'on fait vivre sur la chaîne, et on aimerait en faire des longs métrages, où il y aurait peut-être un peu quand même de caméra cachée dedans, voilà, parce que je pense que c'est inhérent à ma personne. C'est une question de Clo612. Pour commencer, félicitations pour ce travail de fou. Honnêtement, c'était passionnant de vous suivre durant tous ces épisodes pour découvrir les galères que vous avez traversées. Bravo pour le travail et merci à toute l'équipe de ne pas avoir lâché. J'ai une question pour être peut-être bête, mais qui me fait tiquer sur cet épisode. Pourquoi ne pas avoir fait appel à d'autres monteurs pour le montage final de l'épisode? Déjà, Clo, merci beaucoup parce que c'est ce genre de commentaire qui nous fait chaud au cœur et qui nous fait dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Donc merci Clo. Après, pourquoi on n'a pas mis plus de monteurs sur le coup? On a tenté. De sous-traiter, on a tenté différentes options, ça n'a pas marché. Et on en revenait souvent au point de départ, c'est qu'on avait l'impression aussi que Dave était celui qui connaissait le mieux ce contenu de coulisses et qui savait le mieux le monter, surtout qu'il a une manière de monter qui est assez clippée et tout, et voilà, c'est un savoir-faire aussi. On a tenté de déléguer ça, ça n'a pas très bien marché. Et sur les épisodes en eux-mêmes, ça fait longtemps aussi que moi j'aurais aimé plus déléguer, je parle de la partie édito, donc le montage de l'histoire, et jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui continue de monter avec des assistants monteurs qui mâchent un petit peu le travail au début, qui réduisent et qui enlèvent les images inutiles. Mais sinon, c'est vrai qu'on s'est heurté pas mal de fois à des déceptions et que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la recette magique qui nous permettrait de déléguer un maximum pour qu'on puisse se concentrer sur d'autres choses. Donc la réponse, elle est là, c'est que les fois où on a délégué, ça nous a parfois fait perdre plus de temps que d'en gagner. Une question de Sullivan. Pourquoi certaines séquences qui étaient dans la version télé n'étaient pas dans la version YouTube ou raccourcies? Je pense par exemple à la vanne sur Damien. Mais tu sais que Sullivan, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que c'est un fan, vraiment. Tu vois, genre... Non, mais ça veut dire que... Il a regardé toutes les versions. Non, mais vraiment, c'est extraordinaire. Merci Sullivan, parce que ça veut dire qu'il a épluché. Mais c'est incroyable qu'il s'en soit rendu compte. Vraiment, tu sais que même moi, je m'en souvenais pas, hein, que j'avais raccourci ça. Oui, à un moment donné, cette blague Damien, mais encore une fois, tout à l'heure, il y avait une question qui disait est-ce que Dave, il te dit tout le temps que tout est génial? Non, en fait, c'est vrai que je demande souvent l'avis des autres et que sur cette vanne, je m'en souviens en particulier, j'avais dit est-ce que ça vous fait rire et tout sur la longueur. Et les gens étaient un peu mitigés. Non, la vanne était drôle, mais peut-être qu'elle était un peu
trop tiré en longueur dans la version télé. Et rappelle-toi, on a été aussi un peu échaudé par la diffusion télé et on se disait, vas-y, tout ce qui nous paraît un peu lourd, on vire. Puis surtout, l'épisode à la fin il faisait 2h40, donc si je laissais en plus tout en version XXL, j'ai été obligé de faire certains choix aussi éditoriaux, sachant que 2h40 c'est déjà en soi, c'est déjà beaucoup trop, je pense. Il y a des choses auxquelles on tenait plus que ça dans la version longue. Une question de Francis Vertilus. Comment expliquez-vous que l'épisode avec Tiffen est plus réussi sur YouTube? Sinon, un travail de ouf, les gars, bravo. Merci beaucoup. On s'y attendait quand même. Alors on savait que l'épisode marcherait mieux. Alors déjà, comme je viens de dire, il y a 2h40 sur Leslie. Il faut les manger les 2h40. Quand on diffuse 2h40, on sait que ce sera pas l'épisode qui fera le plus de vues de notre chaîne. C'est un parti artistique uniquement. C'est-à-dire qu'on se dit, on préfère que la vidéo elle soit entière, que l'histoire elle soit bien racontée, quitte à ce que ça fasse moins de vues. Alors que financièrement c'est moins intéressant, mais c'est pas grave, on se dit nous on est fiers du contenu, donc on le diffuse en 2h40 si on trouve que ça doit faire 2h40. Et donc ça, je pense que ça s'explique par la longueur, mais pas que par ça, Eugène, tu vois, enfin... Le côté explosif, et puis même on sait aussi que quand il y a une vidéo qui s'adresse à une communauté en particulier, il y a comme un effet un peu d'émulation, ça tourne un peu dans la communauté, donc ça crée un bouche à oreille et tout le monde a envie de la voir. Et quand je dis communauté, c'est pas forcément ethnique, ça peut être aussi comme le rap avec GNR, dans la communauté des mecs qui kiffent le rap, tu vois, ça a grave tourné. Si ça a mieux marché, je pense que c'est le côté explosif de Gênes, le côté identification, concernant. Sensationnaliste. Et sensationnaliste aussi, parce que un mec qui te court après, qui va appeler la police, qui veut me casser la gueule, un mec de 60 piges qui enlève sa chemise pour se frapper avec moi et tout. Voilà, on sait qu'on avait... Et c'était pas l'épisode dont on était le plus fier, artistiquement parlant, du tout. Mais nous, on se disait, quand on va lâcher ça, je pense que ça va pas mal tourner. C'est une question de Momo. Quelle étude Dave a-t-il fait? Son métier a l'air incroyable. Il est partout à la fois. Je sais pas comment il fait. Moi, mes études, en fait, j'ai fait une école qui s'appelle l'ESRA. Donc, c'est une école audiovisuelle, école supérieure de réalisation audiovisuelle. J'ai fait en fait une licence d'abord en 3 ans. Et après, je me suis spécialisé en prod, sachant qu'en fait, j'avais un profil plus artistique, mais j'avais envie de monter ma boîte. Et donc, je me disais, il faut mieux connaître le fonctionnement d'une boîte. Et donc, après, j'ai fait un master en production audiovisuelle. Mais après, en vrai, les études, c'est pas vraiment ce qui te forge. C'est-à-dire qu'en gros, les études, c'est une base, mais après, c'est toi ce que t'en fais. Et franchement, ce que j'ai appris, c'est 70 à 80% sur le terrain, en fait. Question pour Greg, de Samy. Est-ce que tu penses un jour te lancer dans le cinéma, faire un film un peu à la Monquête de François Damien? Car honnêtement, tes pranks sont impressionnants, vous avez mis la barre très haut. Seul un avion pourra la décrocher. En fait, moi, c'est sympa ça quand le mec il est flatteur. Il a des métaphores et tout. Ouais, incroyable. On me pose souvent cette question, le cinéma. Le fait est, je le dis totalement de manière transparente, on m'associe tellement à la caméra cachée, à la télé et à YouTube que on me propose pas les rôles que je voudrais qu'on me propose. Pourtant, c'est de la comédie que je fais au quotidien. Maintenant, c'est comme ça. Moi, j'ai envie de faire qu'on fasse nos propres longs métrages. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand on te donne pas ta chance, il faut aussi la saisir. Donc, il y a eu des cas de figure dans le cinéma en France de gens qui se sont créés par eux-mêmes et qui font leur long métrage aujourd'hui. Et c'est un peu ce à quoi j'aspire. Après, moi, tout ce que je veux, c'est faire les meilleures œuvres, entre guillemets, possibles, qu'on soit fiers de ce qu'on fait. Et puis, si ça arrive pas, je me dirais quand même que, et je le dis sincèrement, c'est pas pour faire de la démagogie, mais vraiment, je me dis, je serais content d'avoir fait rire les gens. Et juste, je me dis, vaut mieux avoir fait marrer des dizaines et dizaines de milliers de personnes et puis pas faire de cinéma que d'en faire et puis de pas avoir marqué les esprits. Et puis surtout, faire rire les gens, c'est tellement bien en fait. D'apporter un peu de bonheur aux gens, c'est tellement important dans ce monde-là. Ça fait un peu gnangnan ce que je dis, mais c'est vrai, je le pense sincèrement. Donc, j'espère que je pourrai faire des longs métrages et puis voilà, que ça marchera. Mais je veux pas faire des trucs bâclés à la va-vite. Si c'est faire du cinéma pour aussitôt en sortir et ne plus jamais faire de film, ça sert à rien. Aller faire du cinéma, c'est cool, mais il faut pouvoir y rester aussi. Le plus important, c'est de faire des trucs de qualité, quoi. Une question d'Aloïs Desrivières. C'est quoi qui t'a donné envie de faire des caméras cachées et pourquoi? Tout simplement, j'étais toujours très pinceraire dans la vie. J'ai l'impression que tous les youtubeurs ont sorti cette phrase, je faisais rire toute ma classe. Non, mais en vrai, je faisais beaucoup rire les gens dans la vraie vie. Ils savaient jamais sur quel pied danser avec moi. J'étais toujours dans ce truc où j'entretenais l'ambiguïté. On savait pas si j'étais sérieux ou pas. En fait, j'aimais ça, déjà. Faire croire des trucs aux gens. Je sais pas, c'est un truc qui était naturel. Et puis après, j'ai regardé Raphaël Mesrahi, Jean-Yves Lafesse. Et puis j'ai eu envie un jour de faire pareil. Parce qu'au départ, quand on est très influencé, avec mes petits moyens, avec un copain, on allait filmer des conneries dans la rue, ça n'a jamais été diffusé même sur internet et tout. Et puis j'ai adoré ça, et puis je crois que ça a bien plu autour de moi, et j'ai voulu continuer de peaufiner ça, et avec le temps, jamais j'aurais cru en tout cas qu'on arriverait à faire des pièges d'une telle envergure un jour, et je suis tellement content de me dire on aura pu faire des caméras cachées pareil, quoi, tu vois. Une question de Diego Zox. Comment vous êtes-vous connus, toi et Dave? Moi, j'étais assistant de production
à Studio Bagel où il était comédien. Et c'est là où on s'est rencontrés. Studio Bagel qui est un collectif d'humoristes. Ah, tu dois expliquer ça vraiment? Ah oui, bah si, c'est vrai. Non, mais pour ceux qui connaissent pas, il faut l'expliquer. Ouais, non, c'était un collectif d'humoristes issus d'Internet. Voilà. Bah vous nous direz dans les commentaires, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler? Je serais quand même curieux de savoir sur YouTube. Ouais, bah dites-nous si vous connaissez Studio Bagel ou si vous en avez jamais entendu parler. Ok, ouais, voilà. Ouais, je te laisse continuer. Mais en tout cas, ouais, c'est un collectif d'humoristes et je suis arrivé au tout début, en fait, c'était en saison 1. C'est Paul Esteves que je salue, qui était directeur de production et qui m'a dit on va faire le Friends d'Internet, c'est là où on s'est rencontrés et où ça a matché. T'as dit quoi? Moi j'étais Chandler. Et moi j'étais caméraman. Ouais, c'est là où on s'est rencontrés et bah voilà, ça a matché, on n'a pas perdu contact. Même à partir du moment où moi j'ai quitté, voilà, j'ai voulu créer ma société et faire mes courts-métrages. Voilà, j'avais vraiment envie de réaliser des choses. Bon, en fait, on a sympathisé déjà de base. On a pas gueule et après on n'a pas perdu contact et tu m'as dit voilà, j'aimerais faire une chaîne de prank. C'était en 2014 ou 2015. On va faire, j'aimerais bien faire une chaîne de prank, est-ce que tu me suis? Moi je savais même pas ce que c'était. Et après donc j'ai regardé déjà, ok, donc c'est, ouais en fait c'est des caméras cachées quoi en fait. Mais... ouais c'est vrai. Non, c'est des caméras cachées à la chaîne dans la rue. Ouais. Il y a 10 ans c'était pas un terme connu en France. Après ah oui prank genre en mode farce quoi, blague, mais c'est vrai que pour moi c'était pas un genre de visuel quoi le prank. Mais moi je voyais totalement la différence entre les caméras cachées bien françaises avec des trucs longs et tout, et des trucs où juste tu vas voir des gens dans la rue à la chaîne et tu fais la même connerie sur toutes les personnes. Donc en tout cas je voulais créer un truc qui me sortait un peu de Benguy à ce moment-là et qui était plus facile à faire même si j'avais pas évincé Benguy. Et puis Dave donc voilà, je lui ai proposé et puis il a manque de chance pour lui, il a dit ok. D'accepter, ouais. Et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Question de Lewis OB. Vous aimeriez venir au Québec? Peu de personnes vous connaissent et ce serait légendaire. Alors évidemment le Québec déjà c'est moi j'y suis allé une fois. T'es déjà allé toi? Jamais, je connais pas. J'ai adoré. On me dit que je suis canadien mais je connais pas. C'est vrai, on me dit que t'es canadien, on pense que t'es canadien. 3 ou 4 fois on m'a dit que j'avais l'accent canadien. Alors que je sais pas du tout le faire. Hein. Vas-y essaye. Non mais je sais pas là. Je sais pas. Ouais, qu'il est pas canadien. Non, je suis pas canadien mais on m'a demandé plusieurs fois, même en anglais ou quoi, est-ce que t'es canadien? Non mais grave, en tout cas pour répondre à la question, en tout cas moi ça fait longtemps que j'y pense. Effectivement il y a un moment où il y a un point de non-retour qui est en train de se créer dans nos pays francophones, je veux dire les pays limitrophes, donc que ce soit Belgique, Suisse, France, ça devient compliqué de les trouver, les piéger. Et puis quand on en trouve, parfois ça tombe à l'eau. Tu l'as vu Léa, combien de fois on a reçu des mails, oh finalement il connaît. Et du coup c'est en train d'être un peu plus compliqué, mais il reste encore des gens à piéger. On a un très beau casting quand même. Ouais, il nous reste quand même un beau casting de gens qu'on a casté en 2 ans. On a fait 2 ans d'enquête quand même pour trouver ces personnes-là. On a Belge, on a un Suisse. Et après, c'est beaucoup de Français, quoi. Et le Canada, en tout cas, s'imposerait, à mon avis, comme une suite logique. Et j'adorerais qu'on ait le temps de le faire. Et même de tourner. On part, par exemple, 2 mois là-bas. On tourne 3 épisodes du Pire Stagiaire. Ce serait incroyable, vraiment. Clairement, l'accent québécois, la nature des gens là-bas, ultra gentils, mais en même temps, avec du tempérament. Je pense qu'on aurait des épisodes extraordinaires là-bas. Donc, en tout cas, si vous êtes québécois ou que vous vivez là-bas, envoyez-nous un mail à noulachaîne@gmail.com si vous pensez à des gens à piéger, parce qu'on pourra toujours revenir vers vous, même si c'est pas dans un verre très très proche, mais j'adorerais qu'on parte là-bas. Et puis ouais, surtout l'anonymat, c'est super, parce que t'imagines, le travail d'enquête, comment il sera moindre là-bas. Limite, on y va presque les yeux fermés. Alors, il y a quand même des gens qui nous disent attention, parce que moi, je vis là-bas et autour de moi, les gens quand même connaissent tes vidéos. Je pense quand même que c'est pas dans les mêmes proportions. En plus, les Québécois, ils ont vraiment envie que tu viennes, parce que de temps en temps, j'ai toujours une candidature du Québec. Mais oui, tu vois, un jour, on va taper Québec et je te jure qu'on va ressortir ça. On va essayer de voir ce qu'on peut faire là-bas. Vraiment, j'adorerais. Une question de Massilia. Est-ce que Leslie ou les autres complices des autres vidéos sont rémunérés vis-à-vis du temps qu'ils investissent dans les répétitions, etc. Alors oui, ils sont rémunérés, mais c'est un montant, on va dire, entre guillemets, symbolique par rapport à leur investissement. Parce qu'on veut jamais qu'une candidature comme ça soit motivée par l'argent. Parce qu'en fait, ça serait un peu malsain que ça devienne un travail. La personne qui va piéger ses parents, c'est juste pour rentabiliser en gros le temps, un petit peu du temps investi, mais c'est pas du tout pour ça qu'elles le font. C'est plus pour vivre l'expérience et faire le truc avec nous et avoir un souvenir. Si quelqu'un pense qu'il va devenir riche en piégeant un proche, c'est pas le cas du tout. En tout cas, pour répondre à la question, oui, ils sont rémunérés, et les piégés du Pire Stagiaire également. Voilà. Alors une question de Kevin Drouet. Je crois qu'une seule question s'impose, une lourde question riche de sens. On veut savoir qui a choisi le caleçon kangourou de Bébert. On le voit dans le making of, c'était mon idée ça. J'ai dit on va mettre un slip à Bébert. Et après c'est toi Léa qui a cherché. C'est vrai, on a dû faire plusieurs boutiques et tout. À partir du moment où on veut que Bébert il soit en slip, de toute façon le slip kangourou s'impose quoi. Et ça a apporté un truc, en plus c'est con mais ça a apporté un truc de fou au piège. Moi je trouve le fait qu'il soit en slip tout le piège. Une question de Martin Bourgine.
Pourrez-vous un jour faire une rencontre de tous les anciens piégés stagiaires et gendres, voire anniversaires, pour avoir leur réaction 2 à 4 ans après? Ouais, grave. En fait, je voulais faire un tour de France des piégés. Et ça, c'est pareil, c'est une question de temps, parce que si on se met à faire ça, bah du coup, on n'avance pas dans les nouveaux piégés. Mais grave, faire le tour avec une petite caravane, là, aller tous les voir, ce serait incroyable, vraiment. Une question de Kenzo SDI. Que répondez-vous aux personnes affirmant que Christelle savait pour le piège? Alors déjà, j'ai envie de dire à ces gens-là de regarder les making-of. J'ai envie de leur dire de regarder aussi la version YouTube, parce qu'on a eu beaucoup de personnes, et pas mal de commentaires qui disaient « J'ai regardé à la télé, j'avais l'impression que c'était fake, qu'elle savait. Et quand j'ai regardé la version YouTube, je me suis rendu compte que non, en fait, elle était au courant de rien et que ses réactions étaient des vraies réactions naturelles. Aussi, j'ai envie de dire vraiment, regardez les making-of parce que, en fait, au-delà du fait de livrer une exclusivité sur YouTube et tout, c'est aussi pour que les gens se rendent compte vraiment de la véracité de ces pièges-là, qu'il n'y a pas une seule seconde de pipoter. Mais après, les gens disaient que c'est pas nous qui pipotions, que c'était en fait Leslie s'était mis d'accord avec sa mère. La majorité des gens pensaient pas que nous on était de mauvaise foi là-dessus. Bah à la télé en tout cas, il y a eu des doutes. Oui, mais en tout cas je parle sur YouTube, les gens qui nous connaissent mieux pensaient qu'on s'était fait berner possiblement par la mère, donc par Christelle et par Leslie. Ça malheureusement, il n'y a pas de preuve là-dessus, mais en tout cas il y a notre propre ressenti et nous on est intimement convaincus que c'est pas le cas parce qu'on a vécu. Et on a vécu toute l'histoire. Voilà. Et même le fait qu'elle ait pas voulu venir à la base et tout, si c'était un plan machiavélique pour nous piéger nous, elle aurait dit bah oui j'arrive. Viens quand vous voulez, alors qu'au départ elle voulait même pas venir, donc elle voulait même pas venir. Elles auraient pas mis tout ça en scène, c'est impossible. Et puis dans les making-of, en fait, on a beau montrer plein de choses, on montre pas tout. Il y a des tas de discussions qu'on a, par exemple avec Leslie, même qu'elle nous a rapporté de sa mère et tout. Enfin, il y a des tas de choses. En fait, c'est impossible. Je suis intimement convaincu. Et en fait, c'est même pas que je suis convaincu, c'est que c'est impossible, vraiment. Et pour avoir fait aussi beaucoup de pièges, on reconnaîtrait quelqu'un qui serait en train d'essayer de nous avoir, mais c'est impossible. Le piège, il a duré combien de temps? 8 heures, pareil. Nous, on vous a montré 2h40, ce qui est déjà énorme, mais il y a 8 heures de piège. C'est clairement impossible. La mère de Leslie, de toute façon, n'était pas au courant. Et on réfléchissait aussi en termes d'intérêt, c'est-à-dire qu'en gros, si on piège un artiste et tout, on sait qu'il a un intérêt à faire semblant et tout. Là, la mère, elle n'est pas à la recherche de notoriété, de quoi que ce soit, elle n'a pas un métier lié à sa notoriété et tout, elle a aucun intérêt de le faire. On l'a piégée depuis, elle n'a jamais essayé de nous solliciter pour quoi que ce soit, elle s'en fout. Et donc, tu fais pas ça juste pour nous berner et après disparaître dans la nature, tu vois. Donc, je pense qu'il n'y a clairement aucun intérêt, c'était totalement sincère de leur part. Et c'est juste ses réactions à elle qui étaient parfois un peu théâtrales. On en parle beaucoup avec Leslie d'ailleurs, je vous invite à regarder l'épisode du making-of, l'épisode où il y a Leslie qui est là pour commenter. Enfin, je veux dire, elle était Christelle et Leslie même, elles étaient abasourdies par ces réactions en disant mais on comprend pas, nous déjà on se fait piéger, on n'a rien demandé. Enfin, ils parlaient des grands-parents et de la maman. Et puis derrière, il y a des gens qui nous insultent, ouais, vous saviez, vous étiez au courant, vous êtes une grosse... Enfin, tu vois, et genre en plus, les gens, ils sont agressifs. Elle a rien demandé à personne, elle s'est juste fait piéger. Et puis, on le redit une fois, toutes les personnalités sont dans la nature, j'ai envie de dire. Donc, parfois, on peut se dire, ouais, c'est bizarre comment elle réagit et tout. Moi, j'aurais pas réagi comme ça. C'est sa façon d'être. Et après, de manière générale, pour ceux qui, encore aujourd'hui, avec toutes les vidéos, tous les making-of qu'on a fait, etc., pourraient s'imaginer qu'on truque encore des séquences. Ça, au bout d'un moment, on va pas encore se justifier. C'est vrai qu'on a déjà beaucoup expliqué à l'époque ce qui s'était passé, etc. Donc, en fait, vous pouvez être tranquille. Après, il y aura toujours des gens qui douteront. Ça, on ne pourra rien y faire. C'est vrai que les pièges aussi sont énormes. Donc, parfois, il peut aussi y avoir des doutes, tout simplement. Des gens qui disent c'est bizarre, c'est trop gros pour que ce soit vrai. D'un côté, c'est assez flatteur. Notre fierté d'avoir réussi est proportionnelle aux doutes que les gens peuvent ressentir. Nous, en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que on travaille de manière totalement transparente, on montre tout. Aujourd'hui, nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'on fait vraiment, on veut faire les meilleures vidéos possibles, qu'il n'y a pas une seconde de truqué dedans. Et puis, s'il y a des gens qui doutent, écoute, on peut même pas leur en vouloir. Les gens ont le droit de se poser aussi la question, c'est tout. Parce que les pièges, encore une fois, sont lunaires. Parce que souvent, on dit comment ils font pour y croire, mais ils sont conditionnés pendant des mois, même pour le pire stagiaire, je prends l'exemple de ça. Quand on se fait passer pour l'équipe de production, on leur parle longtemps avant, il y a des semaines de discussion. Et t'es là, Léa, pour en attester. En fait, c'est vrai que les gens ne se réalisent pas à quel point on les conditionne. C'est important de dire ça. Et la dernière question de Mignon Feu. L'avenir pour la chaîne, tes prochains projets? En fait, on a plein de projets, mais on a le temps de rien faire. Non, mais on a plein de projets, on a plein d'envies. Et en plus, je pense que c'est un terrain de jeu, la caméra cachée, qui est formidable. Où il y a encore des tas de choses qui n'ont pas été faites et qu'on pourrait faire, mais c'est une question de temps. Mais nous, en tout cas, à court terme, ce qu'on sait, c'est qu'on va faire le pire stagiaire, la nouvelle saison qui va bientôt voir le jour. Alors, ce sera pas forcément sous forme de saison, on sait pas encore. Ce sera peut-être sous forme d'épisodes unitaires longs. Donc, ça se trouve, on va en diffuser un, là, qui fera 60 minutes. Puis, on va peut-être attendre encore quelques mois pour qu'il y en ait un nouveau. On n'attendra peut-être pas d'avoir un nouveau stagiaire, parce qu'on va faire le pire stagiaire, la nouvelle saison qui va bientôt voir le jour. Alors, ce sera pas forcément sous forme de saison, on sait pas encore. Ce sera peut-être sous forme d'épisodes unitaires longs. Donc, ça se trouve, on va en diffuser un, là, qui fera 60 minutes. Puis, on va peut-être attendre encore quelques mois pour qu'il y en ait un nouveau. On n'attendra peut-être pas d'avoir
d'avoir la saison entière pour diffuser. C'est ça que je veux dire. On a déjà un épisode qui a été tourné, donc on peut dire que oui, ça sera diffusé. Là, on n'est pas dans l'expectative en disant si on réussit, peut-être que. Donc c'est bien parce que là, on arrive avec quand même une nouvelle, une bonne nouvelle. Et là, on doit en tourner un avec Louis Vignac bientôt, voilà. Donc j'en dis pas plus. Et puis sinon, bah, on parlait d'un long métrage tout à l'heure. Ça fait partie de nos projets à court terme. On espère qu'on va trouver enfin ce foutu temps pour écrire ce long métrage. Et puis après, derrière, on a un projet aussi qui est dans les cartons depuis longtemps et qu'on n'a pas pu encore dévoiler parce que si on dévoilait le projet, bah, ça risquait d'anéantir le reste de la série. C'est également de la caméra cachée et on espère qu'on pourra aller au bout, mais elle nous coûte beaucoup de complications cette série entre les droits de diffusion. On est dessus depuis 2019. Voilà, donc si un jour on sort cette série, on espère fortement, il faudra comprendre qu'en fait, nous, on a tourné ça genre 3 ou 4 ans avant. Et on espère on sort rien tant qu'on n'a pas fini. On espère que ce sera pas 8 ans. Donc voilà, principalement ces 3 projets. Puis on a plein d'idées. On aimerait faire plein de choses parce qu'aussi à un moment donné, je vais peut-être aussi passer derrière la caméra, mais dans le sens mettre aussi d'autres gens en avant dans la caméra cachée, mettre en scène des gens que j'aime bien et puis que moi je sois un peu en off et ce qui arrangerait un peu aussi notre problématique de mon visage qui commence à avoir été beaucoup vu. Voilà, c'est une passion la caméra cachée, donc après je préfère les faire, je préfère les jouer, les incarner, mais ça peut être aussi une solution pour développer d'autres choses par la suite. Merci Léa d'ailleurs d'avoir posé les questions. Genre c'est une première pour toi en animatrice. Ouais. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, merci à tous les abonnés, merci à vous. Merci de nous suivre depuis maintenant pas mal d'années, je sais même plus combien ça fait de temps qu'on a lancé cette chaîne. 2016. Merci à ceux qui nous suivent depuis le début, merci à ceux qui nous suivent depuis plus récemment. Merci pour tous vos messages d'encouragement, de nous avoir soutenus aussi pendant cette période du pire gendre. Merci d'avoir suivi cette... genre je suis ému et tout, j'arrive plus à parler. Non mais merci d'avoir... Non, je suis content surtout qu'on passe à la suite, je suis content qu'on passe à la suite. Merci à tous d'avoir suivi ce projet de fou qui était le pire projet. Ce périple. Ce périple de 2 ans qui constitue une grosse page de notre vie, mine de rien. Merci à tous nos piégés. Encore une fois, sans les piégés, bah, notre chaîne, elle n'aurait pas grand sens. Merci à tous les complices qui nous ont aidés à piéger ces gens. Merci vraiment à toute l'équipe de production. Merci mon Dave. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Et puis, à très bientôt pour du frais. Du vrai frais. L'annonce pour le pire gendre numéro 3 avec MC Guillaume. On va le tourner assez rapidement. Allô? Oui, bonjour Brunella. Oui, c'est moi. On réfléchissait au menu. Je pense que là, il va faire des grosses plâtrées de pâtes et des frites. Et on met tout et je leur fous le ketchup par-dessus et tout, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le truc, c'est que je me suis fait escroquer. Je ne vois pas faire 2 semaines ou 3 semaines plus tard un prank en lui disant je vends de la drogue. Pour continuer le prank, ça va être compliqué après. Bienvenue dans le monde de la caméra cachée. Du coup, on va appeler Tiffen. Je t'appelais du coup pour en savoir un petit peu plus sur tes parents. T'as pas des vidéos où on les voit mieux? On va envoyer une photo, le mec a une cigarette, pipo, hop, c'est bon. Hello Tiffen, j'espère que tu vas bien. Du coup, comme tu l'as compris, on part avec toi sur le piège. Bon, allez, Oscar, Ils vont se dire mec, il est pas trop habitué à la maison. Oh putain. Je vais 4 personnes ici, s'il vous plaît. Putain, mais là, faut y aller là. Les caméras s'arrêtent. Allez, on va bien, j'arrive. Bonjour, c'est pourquoi? Assis-toi, s'il te plaît. Assis-toi. Tu pas comme ça. Non, je te casse la gueule tous ici. Je suis perdu dans le texte, Ceci était une caméra cachée. Voilà. Vraiment, je me suis fait avoir et vous m'excusez si j'étais un peu agressif. Vraiment, merci beaucoup. Je vous dirai chapeau. Mais ça, on va s'arrêter. C'est pas du tout familial. On vous laisse 3 semaines pour retrouver une famille et pour retourner la même chose. Il les a sauvés de quoi déjà? La mère, elle est partie du Congo pour des raisons de vie ou de mort. Donc pour l'instant, c'est Mélissa en tête. Hein. On aime beaucoup tes parents et en vrai, on pense que ce serait des piégés explosifs. Je serais trop content si on y arrive. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Allez. Putain. On a rendez-vous avec Guillaume, il nous a invités pour le repas. Je l'ai demandé en mariage, elle a dit oui. C'est un grand malade, tu es en train de dire ça au livreur alors qu'on n'en a même pas parlé avec mes parents. Vous êtes fait piéger, ceci était une caméra cachée. Tout ça est faux. C'est une ambiance glaciale. Même en étant payé, je pense que personne ne voudrait assister à ce moment-là. Ah non, mais vous êtes mal à l'aise. Je sais même plus qui croit. Si, la Belge. Oui, moi je l'adore. Allô? Ouais Nora, je t'appelais du coup pour m'organiser avec toi. Tu l'as bien compris, on partait en tournage avec toi. Bah félicitations hein. On n'a qu'une chance de survie, on n'a qu'une chance, il nous reste qu'une chance. Bah si on la rate, je pense que franchement au bout d'un moment on arrête notre activité. Ton nouveau mec. En tout cas c'est trop cool, je suis content de te rencontrer. Ça va être cool, on va se marrer. Ah, j'espère qu'on va se marrer. Ça c'est toi qui le tiens le bouquet? Ouais. Bah oui, mais pas toi. Il y a
Nora qui nous a envoyé un message ce matin à 7h du mat. Les gars, je comprends pas, mon père ne veut plus aller chez Guillaume. Ça m'étonne pas de mes parents, quoi. Je le savais qu'ils étaient hyper casaniers, que ça allait être très compliqué de les convaincre. Franchement, ça pue du cul, sincèrement, mais je suis vraiment désolée. C'est pas possible. On n'arriverait jamais ce projet. Ils avaient dit oui, putain, j'étais en train d'apprendre, j'étais là, je le sentais de mieux en mieux. La question à se poser, c'est est-ce que ce projet est faisable? Moi, ce qui me fait peur et ce qui me fait la boule au ventre, c'est de repartir, peut-être rater à nouveau quelque chose. Vas-y, faut qu'on relance un casting du coup. Je reviens pas qu'on fasse ça. On cherche une fille qui est célibataire, qui souhaiterait piéger ses parents. Vu qu'on est parlé de désistement, j'ai repêché Leslie. Enchanté, vas-y, assieds-toi, je t'en prie. Bonjour. Mais nous, on n'a jamais fait ça, hein, les parents, le combo grands-parents, mère. Mais on se dit, ça ressemble bien à Guillaume de dire, allez, vas-y, moi, je ramène tout le monde. Je veux bien me masser ma petite rêve de queue, tu sais quoi. Moi, je me réveille de la soirée d'hier, je suis un peu encore éclaté. Oui, ça se voit un peu. Hein. Moi, la marraine, à chaque fois, je lui ai dit, nous, on est jeunes, laisse-nous faire notre jeunesse. À 38 ans, attention, mon petit gars. C'est dans la tête, la jeunesse. Non. C'est quel king? Ah bah là, pour... C'est moi qui a mis dans le mille ou pas? Ça qui a mis dans le mille, mon Guy. Et après, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave, mais on est là. Si t'as un petit schtroumpf, on sera là pour s'en occuper. Tout ça, c'est une blague. C'est une caméra cachée. Bravo, mon Greg. Bonjour, c'est ici pour le stage? Ah merde! Mais Jackie! T'es venu pour faire un stage! Ben fais ton stage! Tais-toi, bordel, tais-toi.